Et bonjour, donc bienvenue sur mon Facebook Live. Nous allons être une petite heure ensemble et je vais essayer de me présenter, de présenter la primaire et mes idées. Voilà, je suis heureux d'être parmi vous. Alors c'est un petit peu délicat comme exercice puisque je ne sais pas si vous m'entendez, je ne connais pas le nombre de connectés et il n'y a pas de retour en fait. Donc c'est assez particulier. Donc j'attends un petit peu que du monde arrive. Je crois qu'il y a une personne qui regarde actuellement. Et, euh, et voilà, nous pouvons commencer la conversation. Si vous voulez d'ores et déjà lancer le débat, voilà, je vois que Arnaud m'a rejoint. Donc a priori, il doit capter, il doit me recevoir. Donc la primaire, comme vous savez, c'est une aventure qui remonte à maintenant un an. Elle a débuté. Bonjour Arnaud. Elle a débuté grâce à David Guèze et Thibaut Fabre, qui ont eu l'idée de créer un système qui permettrait de sélectionner des candidats issus du monde citoyen. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un premier appel. Les gens se sont inscrits. À peu près 500 personnes se sont portées candidats. Nous avons David Guèze et Thibaut ont gardé les 240 profils qui ont été remplis et ont laissé tomber tous les autres, les profils qui n'étaient pas remplis, sans programme. Et donc sur ces 240 candidats qui sont présentés, il y a eu un premier vote, vous savez, qui a éliminé 224 personnes, puisqu'il en restait 16 à la fin. Ces 16 personnes, l'annonce a été faite donc le 14 juillet, ce qui est un symbole fort quand même. Et le 14 juillet, donc, on a décidé de garder 16 candidats. Ces 16 candidats se sont rencontrés depuis, du chemin a été fait, des équipes se sont plus ou moins constituées, des équipes de travail en tout cas. Et le prochain vote aura lieu du 21 octobre au 30 octobre. Et à ce moment-là, nous garderons les 5 candidats finalistes qui concourront jusqu'à mi-décembre pour ne garder qu'une seule personne. Cette personne sera donc le candidat officiel qui devra trouver les 500 signatures de maire et passer le premier tour, le deuxième tour et gagner l'élection présidentielle. Voilà, rien de plus simple. Donc je vois qu'on a que 2 personnes là qui nous suivent, Geoffroy et Arnaud. Geoffroy, que je remercie, qui était là hier pour un café la primaire, qui s'est fort bien déroulé grâce à lui, où nous avons réuni une bonne cinquantaine de personnes, peut-être je pense même 60 qui ont fait des allers-retours comme ça dans le café, qui ont discuté avec nous des programmes. Donc ça a été un pas démocratique assez intéressant. Et nous avons pu rester 2 heures à 3 heures ensemble même pour discuter de mon programme et de mes idées. Alors mon programme, j'ai pas encore envie d'attaquer, excusez-moi, parce qu'on n'est que 4 à regarder, donc je vais attaquer quand il y aura une dizaine de personnes connectées, quoi, pour pas tout refaire 10 fois, pour que tout le monde voit le début du film quand même, c'est le plus intéressant. Et donc en attendant, j'ai parlé de la primaire. Donc la primaire, elle est là pour concurrencer un petit peu ces partis qui nous imposent des candidats, donc 0,5% des citoyens qui imposent les mêmes candidats depuis 50 ans. Et donc il n'est pas révélateur je lis la question à Arnaud dès le départ. Je lui répondrai plus tard, Arnaud. Les partis ne sont pas représentatifs de la société, puisque 0,5% des citoyens uniquement sont dans les partis, tandis que nous représentons déjà 65 000 personnes, après simplement quelques mois d'existence. Donc la primaire, ça va se développer, je pense qu'on les verra aux législatives, pourquoi pas municipales, et sûrement à toutes les présidentielles. En tout cas, voilà, je crois que c'est une idée qui fait son chemin, qui plaît, et j'espère que vous avez tous envie de changer un petit peu le monde, ça c'est quand même ça qu'il faudrait arriver à se dire, de changer le monde. La banderole n'est pas à l'envers, Arnaud, elle est parfaitement à l'endroit en fait, et c'est bizarre, parce que quand je lève la main droite, c'est comme dans un miroir. Et donc, contrairement à la vidéo qui se fait sur le Mac, où quand tu lèves la main droite, tu vois à gauche, voilà, c'est très bizarre, c'est un problème technique. Je ne comprends pas pourquoi l'iPad inverse l'image. Bon, c'est pas grave. Ça fait comme dans un miroir. C'est vrai que c'est plus agréable quand on se regarde,
Alors que quand je me suis filmé en vidéo l'autre jour, tu vois, j'avais la banderole dans le bon sens, et quand je levais la main droite, ben, je voyais la main gauche. Bon, je sais pas si tu comprends. Mais en fait, voilà, ça me mettait dans le bon sens. Donc c'est assez spécial comme... voilà, c'est un miroir. Donc, comme nous sommes 6, je vais commencer mon programme. Alors, juste, on va parler des 10 idées principales. Une vraie république en 10 idées. Alors, tout d'abord, on va parler de l'exemplarité politique. Alors ça, c'est quelque chose d'assez simple à comprendre. Hein. Je pense que tout le monde est ulcéré par les hommes politiques actuels, hein, qui ont des casseroles, qui se représentent, qui soi-disant n'ont pas été condamnés. Bon, ils ont toujours été, tous été jusqu'à l'inculpation, bien entendu. Et puis des jugements qui sont en appel, etc. Toujours est-il qu'ils ont tous quand même été de près ou de loin dans les affaires, même s'ils n'ont pas été condamnés. Alors ils peuvent se présenter autant de fois qu'ils veulent, hein, ces gens-là, à la présidentielle, ils peuvent se présenter aux législatives, ils peuvent siéger avec un bracelet électronique, ça pose de problème à personne, bon, alors que dans toutes les administrations, on vous demande un casier judiciaire vierge, donc c'est la moindre des choses. Je crois que c'est la moindre des choses de demander à nos élus qui nous demandent de faire des efforts, d'être irréprochables. Et cette irréprochabilité, bien entendu, sera dans ma réforme et l'exemplarité des hommes politiques. Deuxième chose, c'est siéger, donc aller au travail. Quoi. Vous, on vous demande, si vous travaillez dans une entreprise, d'aller au travail, même si vous êtes libéral, vous êtes obligé d'aller pointer, d'aller faire de devis, de travailler. Quoi. Non, on peut être député, ne quasiment jamais mettre les pieds à l'Assemblée européenne. À l'Assemblée française, c'est la même chose. Beaucoup d'absentéisme. Sur les grosses lois où on vote leurs indemnités, on le sait, c'est pratiquement un sketch. Hein, tout le monde est là. Quand il s'agit d'idées un peu clivantes ou de débats de société, il n'y a personne. Bon. Alors ils nous disent qu'ils sont dans des commissions en train de travailler. Ça reste à prouver. Bon, je pense surtout qu'on doit les obliger à siéger, tout simplement, et être là pour tous les votes. Le non-cumul des mandats, bien entendu. Il faut arrêter d'avoir des hommes politiques professionnels qui font ça toute leur vie, qui cumulent plusieurs mandats différents, qui sont plus en province alors qu'ils devraient être à l'Assemblée, ou qui sont toujours à l'Assemblée et jamais dans leur mairie, par exemple. Donc, voilà, il y a un effort à faire à ce niveau-là aussi. Au niveau du Sénat et du Conseil constitutionnel, alors c'est un système un petit peu complexe où les chambres se contredisent et je pense qu'une simplification serait nécessaire. Et la fusion Sénat-Chambre constitutionnelle, selon moi, est une étape indispensable. J'aimerais bien qu'on nomme 100 sages qui décident un petit peu, qui jouent ce rôle hein, du Sénat et du Conseil constitutionnel, tout simplement pour simplifier et pour diminuer les frais. Ça donnerait plus de visibilité. Le deuxième point, c'est dématérialiser le vote. Le vote par Internet, des référendums automatiques, informatisés. On est bien entendu dans ce qui se fait au niveau des démocraties modernes. Voilà, il faut mettre ça en place absolument, interroger plus le peuple, avoir un retour sur la démocratie. Alors Benoît me demande si c'est un changement de constitution. Effectivement, je pense que ça serait symboliquement intéressant de passer à la 6e République. De toute façon, bon, il faut savoir qu'il y a eu donc 5 républiques, la 5e est la plus longue pour l'instant, et malheureusement, là, je pense qu'on est au bout de celle-ci. Hein. On a compris ses défauts. Et passer à la 6e République, je pense que déjà, ça donnerait l'espoir aux Français, hein, que les choses vont changer. Donc, il y a ce côté symbolique, porteur d'espoir. Et puis, effectivement, il y a beaucoup de choses à réécrire. Donc, est-ce qu'on peut modifier la 5e tout en gardant ce nom-là? Je pense pas. Je pense qu'il y a tellement de modifications à faire, si vous voulez, qu'on va être obligé d'appeler ça la 6e République. Le troisième point, c'est la création du CRU, le complément de revenu universel. Alors ça, je répondrai à toutes les questions. Selon moi, le bassin de l'emploi va tellement évoluer qu'il faudra protéger les gens avec un salaire, un complément de ressources qui sera d'environ 1 000 €. On pourra discuter des petits détails ensuite. Des tonnes d'emplois vont disparaître et en attendant, si vous voulez, il faut absolument protéger ces gens du chômage que cela va entraîner. Et deuxième chose, regrouper toutes les aides sociales sous une aide unique.
Le SMIC européen, Jean-Émile, non, je pense qu'on doit s'occuper de nos affaires à ce niveau-là. Donc un SMIC français, c'est bien. Après, on peut toujours effectivement plaider pour que les autres pays créent un SMIC, effectivement, pour un petit peu uniformiser les lois sociales en Europe. Est-ce que je viendrai dans le Cantal? Mais peut-être, si je suis dans les 5, je ferai le tour de France avec tous les autres. Bonjour à Bertrand qui me rejoint. La quatrième est flatté qui me regarde, hein, parce que c'est un grand monsieur. Jean-Marc aussi, bonjour. La création, alors numéro 4, la médecine. Il faut une médecine moderne, adaptée à l'époque. Alors qu'est-ce que ça veut dire une médecine moderne? Il faut comprendre que dans cette période de désert médical où c'est un petit peu difficile de trouver un médecin, on passe quand même 60% de notre temps à faire de l'administratif, à faire des papiers. Et bien entendu, je pense qu'il faut économiser du temps. Quelqu'un qui travaille dans une entreprise privée parlerait de valeur ajoutée. Quelle est la valeur ajoutée du médecin? C'est faire des diagnostics, découvrir des maladies et prescrire. Ce n'est pas de remplir des papiers. Donc, il faut informatiser tout ça. Excuse-moi, Benoît, je te répondrai après. Je suis passé à la médecine. Donc, je vais passer au numéro 5 et je vais reprendre les questions ensuite. La suppression du RSI. Eh oui, je veux fusionner toutes les caisses de sécurité sociale. Ça, c'est le numéro 5. Tout d'abord parce que le RSI est un système complexe et complètement opaque. Et beaucoup de petits commerçants meurent d'un RSI aveugle, qui demande à ces commerçants de payer des fortes sommes, soit par erreur, soit par anticipation. Et les gens ont du mal à gérer, si vous voulez, ces sommes qu'on leur demande. Les comptables, tous les experts comptables vous diront qu'il faudrait mensualiser déjà les choses et que le paiement du RSI soit fait à A+1. Et ça serait déjà une bonne chose. Mais je pense qu'on peut aller encore plus loin. Vu le manque de clarté et de gestion du RSI, il faut tout simplement le supprimer et le fondre à la CPAM. C'est un géant qui absorberait un nain. La CPAM, c'est 300 000 pardon, je lisais la question à Bertrand, 300 milliards d'euros, excusez-moi, et les RSI, 8 milliards d'euros, je pense que bien entendu, ça se ferait très facilement. La fusion des caisses, ça permettrait aussi de moderniser tout le système d'un bloc. Il faut comprendre que ces petites caisses séparées ne vont pas à la même vitesse, et que c'est la CPM finalement qui donne le ton, et le fait qu'elles soient toutes réunies les unes avec les autres, ça permettrait d'accélérer le processus d'automatisation des données, de centralisation des données, de dossiers électroniques, d'ordonnances électroniques, etc. Voilà, je vais passer au numéro 6 déjà, le choc de simplification administrative. C'est pareil, c'est ce que je disais, toujours des papiers, on est tous très embêtés au quotidien par des tonnes de papiers, alors que beaucoup de choses pourraient se simplifier. Le système d'état civil pourrait être entièrement numérique, sur site. Le chômage, même, c'est-à-dire tout ce que le fonctionnement du pôle emploi, tout ça, ça pourrait être aidé par des outils informatiques. Beaucoup de services, on pourrait économiser beaucoup de personnel aussi, donc faire beaucoup d'économies grâce à une réforme administrative et une simplification administrative. Le millefeuille administratif, avec même la simplification, la disparition de l'échelon départemental, ferait faire d'énormes économies, et bien entendu, c'est un point fort de mon programme. Au numéro 6, donc c'était ça. Le numéro 7, ça sera une école qui va se recentrer sur les valeurs de la France. Et puis les valeurs de base, les notions de base qu'on doit avoir pour entamer des études supérieures. C'est-à-dire l'apprentissage du français, de l'anglais, des mathématiques, voilà, sans se disperser. C'est une base déjà à avoir. Et ensuite, sur les nouvelles technologies, donc l'informatique, l'apprentissage des disciplines qui sont indispensables à un socle universitaire comme l'infographie, des choses comme ça, savoir se servir des logiciels, savoir faire du traitement de texte, apprendre la médecine. Alors ça c'est mon dada un petit peu, mais je vois trop de gens qui ont une méconnaissance totale à 18 ans, 19 ans, des jeunes mamans qui ne savent pas où on met un thermomètre, qui ne savent pas comment donner un efferalgan. Je pense qu'il y a des bases à savoir quand même en médecine, des cours de secourisme, c'est indispensable, ça pourrait sauver des milliers de vies. Voilà, et une école bien sûr qui soit foncièrement laïque. Numéro 8, donc maintenant une réforme de nos institutions. Là aussi j'en ai parlé, une simplification, une disparition du millefeuille. Numéro 9, une écologie pragmatique. Alors voilà, on n'est pas
On est inconscient si on ne fait pas d'écologie, et malheureusement, le parti écologiste actuel est inconscient lui-même. Donc il faut trouver ce juste équilibre, si vous voulez, de conscience, de pragmatisme et d'efficacité. Il faut absolument préserver notre planète, bien entendu, et de retrouver une autonomie énergétique. Plusieurs voies sont proposées, bien entendu, les éoliennes, le solaire et le thorium qui est en plein développement. Et ça pourrait être, grâce à cette énergie, la possibilité de se couper de notre dépendance avec le Moyen-Orient. Ça permettrait aussi, si vous voulez, je lis des questions en même temps, c'est assez perturbant. Bertrand, je te répondrai après. Oui, effectivement, je déroule mon programme, mais et je répondrai à toutes les questions. Donc, nous en sommes à 10, une Europe repensée. Effectivement, on est dans une Europe qui ne fonctionne pas, une Europe où là aussi il y a un millefeuille administratif qui a été créé, mais au fond rien de concret. Nous n'avons pas de défense européenne, il en faut une rapidement, et des frontières européennes. Voilà, alors maintenant je vais essayer de reprendre un petit peu les questions. Je vais revenir en arrière, et donc j'avais... Est-ce que tu viendras dans le Cantal? Donc ça c'est fait. Non, pas du tout. Benoît, le CRU en remplacement de toutes les aides sociales, même pour les personnes âgées, APA, APL. Oui, l'APL, oui. L'APA, non. L'APA, non, c'est pas compris dans le lot. L'APA, il faut la garder pour justement pour aider les personnes âgées. Justement, c'est des emplois d'avenir, ça. Sylvie Vega, bonjour. Bertrand, quid du financement des mosquées par les contribuables? Alors effectivement, c'est un problème compliqué. Soit les mosquées, c'est un gros problème. Soit on les laisse financer par des dons privés et on ne sait pas d'où ils viennent. Ils peuvent venir de l'étranger, du Moyen-Orient, du Qatar. Soit effectivement, on crée une taxe. Alors j'ai bien aimé l'idée de Nathalie Kourousko-Morizet sur une taxe halal, pourquoi pas, c'est assez intéressant. Effectivement, le financement public permet de contrôler, le financement privé ne permet pas de contrôler la source financière. Et pourquoi les Français devraient payer pour des mosquées? L'État ne paye plus la construction d'églises, donc pourquoi? Donc effectivement, j'ai bien aimé l'idée de Nathalie Kourousko-Morizet. C'est pas, je vous avoue que j'y avais pas vraiment pensé. C'est pas quelque chose qui me... Bon, je pense que c'est pas le problème principal pour sauver la société française. Mais enfin, j'espère t'avoir répondu. Est-ce que vous êtes pour l'interdiction des licenciements avec les comptes des entreprises? Les comptes des entreprises, mon ami. Je ne sais pas ce que veut dire ta question, Jean-Émile. Tu me la reposeras, s'il te plaît. C'est quoi votre programme sur le handicap? Alors, le handicap, il y a déjà eu beaucoup de choses de faites. Hein. Tous les bâtiments ont dû être mis aux normes. Je crois qu'au niveau place handicapée, tout ça, il y a pas mal de choses. Il y a beaucoup de problèmes de circulation. Alors, une petite ville comme moi, c'est très simple. Hein. Le problème, il vient tout simplement des trottoirs. Alors, c'est bête, hein. Un programme présidentiel basé sur la réfection des trottoirs, ça paraît absurde. Mais néanmoins, le nombre de chutes chez les personnes âgées liées aux mauvais trottoirs, et je peux vous assurer qu'à Villeneuve, on est champion du monde, là, on a des trottoirs qui sont complètement cabossés, qui ne sont pas faits pour les piétons finalement, ni pour les poussettes, je peux vous l'assurer, puisque j'ai une poussette avec 2 jeunes enfants que je dois pousser. Il y a des petites marches systématiquement qui se mettent dans les roues, là, qui tapent dans les roues. La poussette bascule, c'est un enfer. Et des trottoirs trop petits, bien entendu. Et ça, pour le handicap, c'est pareil. Circuler en fauteuil roulant à Villeneuve, c'est juste un enfer, quoi. Il faut choisir son chemin à l'avance. Hein. Donc, bien sûr, ça passe par ce genre d'aménagement. Ça passe aussi par des moyens de transport plus accessibles. Alors, pas forcément des taxis. Moi, je pense que Uber a un gros rôle social, vraiment, dans nos sociétés. Bertrand, tu me dis que tout est convenu, je n'en doutais pas. Je déroule mon programme, oui. Valérie, apprendre à nos enfants les dangers d'Internet. Effectivement, alors Internet a ses dangers et ses qualités. Grâce à Internet, je pense qu'actuellement, il n'y a plus, comme à l'époque, une seule voie, l'ORTF. Hein. On a un peu évolué et maintenant les choses se savent. Quand il y a un petit scandale qui se trame dans le monde, on le sait rapidement. Je pense que c'est la voie de la liberté. Tant qu'Internet n'est pas contrôlé, ça le deviendra peut-être un jour, mais pour l'instant, c'est une voie de la liberté. Et effectivement, quand on dit liberté, il y a des choses qui sont très dangereuses. Et c'est pas à l'école, en tout cas, d'apprendre les... Bon, il peut faire donner 2-3 cours sur les dangers d'Internet, mais c'est aux parents surtout de bloquer leurs ordinateurs et de faire en sorte que les enfants n'aillent pas sur Internet. Hein. Mais ils iront quand même, rassurez-vous. Je croyais que c'était interactif. Mais oui, Bertrand, c'est interactif. Je t'assure, je vais répondre aux questions. Le gaz de schiste, je suis complètement contre.
Poulet, c'est une énergie dégueulasse. On mettra jamais ça en route. Bertrand, tu m'as fait des jolis petits cœurs, merci. Votre programme sur le handicap, je t'ai répondu. Fabien Cazette, vas-y mon copain, tu déchires tout ça, c'est sympa. Fabien, merci beaucoup. Thomas a trouvé la vidéo, c'est bien Thomas, bravo. Ah, non, si tu as trouvé, bravo. Je peux recommencer depuis le début. Ben non Thomas, je t'avais attendu en plus, j'ai attendu 1 milliard de temps avant de commencer ma vidéo, je ne vais pas recommencer. Jean-Émile, est-ce que vous viendrez à Brive? Ah mais Brive, ça m'étonnerait, mais on va venir dans des grandes villes, donc il faudra se rapprocher. Par rapport aux dates, il faudra essayer de te déplacer un petit peu là où on va. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde. Je connais pas ta situation, mais j'espère que tu pourras venir. On va être à Bordeaux, à Toulouse, je pense, tu vois. Donc plus près, je sais pas si on va venir plus près. Je peux pas encore te dire, j'ai pas le programme. La création d'un livret thérapeutique national limitant l'action des laboratoires pharmaceutiques. La création d'un livret thérapeutique national limitant l'action des laboratoires pharmaceutiques. Benoît, livret thérapeutique limitant l'action des laboratoires pharmaceutiques. Elle veut rien dire ta question, Benoît. Par contre, la pancarte derrière toi, elle est à l'envers. Mais non, elle n'est pas à l'envers, elle est à l'endroit. C'est la vidéo qui fait ça. On est dans un pays chrétien, je crois, donc pas besoin de mosquée. Oui, mais il y a des gens qui pratiquent cette religion en France, et si tu veux pas qu'ils se retrouvent dans des caves, ils ont le droit d'avoir des lieux de culte quand même, Laurent. Je suis désolé. C'est pas... même si on est dans une culture judéo-chrétienne et qu'effectivement c'est plus compliqué, on est obligé d'avoir des mosquées en France. Est-ce que vous êtes Nathalie Arthaud? Bon, je ne sais pas ce que pense Nathalie Arthaud, mon ami Jean-Émile. Bertrand, Jean-Émile, je suis pour l'interdiction des licenciements sur des comptes des entreprises, et vous avec les comptes. Mais c'est quoi ça? Les licenciements avec les comptes des entreprises? Je comprends pas ta question. Je comprends toujours pas ta question. C'est bien, les comptes des entreprises. Brive, non. Mon avis sur le CETA, ben non, le CETA c'est une grosse connerie, il faut surtout pas y aller. Faut absolument dire non, Thomas. Surtout que là, ils votent, mais n'importe comment. Ils remplacent les votants à la fin pour que le vote passe, c'est n'importe quoi. N'oublie pas ma question écho. Ah oui, c'est quels sont les leviers? C'est la question du début. Excuse-moi, Arnaud. Tu avais posé une question au tout début, donc c'est vrai que tu es prioritaire. Et tu m'as posé quoi comme question? Quels sont les leviers économiques sur lesquels tu penses, sur lesquels on peut jouer pour améliorer notre compétitivité face au monde? Et penses-tu que les traités de libre-échange avec l'outre-Atlantique sont nécessaires et intéressants? Alors bon, le monde, la mondialisation, c'est actuellement, donc c'est sûr qu'on y arrivera, ce libre-échange, quoi. Mais il faut pour l'instant résister, parce que c'est pas équitable. Voilà. Et pour améliorer notre compétitivité, bien sûr, il faut améliorer le prix du travail. Voilà. Je repars un peu en bas. Joker, vous pouvez développer sur l'économie et l'emploi votre programme. Je développerai, t'inquiète pas. Pas tout de suite. Le numérique, oui, fais attention à la protection des données, oui. Bien sûr, si on fait des programmes, si on met des dossiers médicaux en ligne, etc., il nous faudra les meilleurs informaticiens du monde pour protéger ça aussi bien que le Pentagone. Remettez-vous en cause le mariage pour tous, mais pas du tout, mon ami. GPA, on a le GPA. Geoffroy, le problème ne vient pas des mosquées, mais des pratiques religieuses. Il y a de la place pour tout le monde, mais la République doit prévaloir. Effectivement, Geoffroy, c'est très bien dit. Devons-nous accueillir les migrants chez nous? Alors, les migrants. Il y a plusieurs types d'immigration. Il y a l'immigration, malheureusement, l'immigration liée à la terreur qui règne dans leur pays. Elle est inexorable. Alors il faudra bien que il y a des guerres partout dans le monde, on est un peu responsable d'ailleurs, donc il faudra bien accueillir des migrants. Il y aura aussi des réfugiés climatiques qui arriveront en masse dans les 50 prochaines années. Donc malheureusement, il y aura de l'immigration des gens attirés par notre confort. Et bien entendu, on est obligé de les accueillir. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est comme à Calais, les stocker pendant 20 ans ou 10 ans, et puis se dire à la fin, mais qu'est-ce qu'on va faire de ces 10 000 personnes? Voilà. Donc là, c'était une erreur stratégique énorme. Mais bien sûr, on ne peut pas... Et François me demande Burkini ou Croquini. Personnellement, je pense que les signes religieux, c'est quelque chose de... On ne devrait pas avoir de signes religieux, c'est quelque chose de privé, quoi. Donc effectivement, je préférerais qu'on ait une société qui ne porte pas de foulard, parce que
je crois que ça relève de l'intime, la religion. Donc on n'a pas besoin de le montrer. Mais effectivement, certaines religions ont besoin d'extérioriser ces signes. Je crois que la religion catholique, maintenant, n'impose absolument aucun signe. On a le droit de porter une croix, mais on n'est pas obligé. Malheureusement, dans la religion islamique, pardon, on doit même porter un foulard et couvrir sa tête. Alors, bon, on pourra dire d'où ça vient dans le Coran, cette pratique, mais bien entendu, ça ne correspond pas à mes convictions. Mais on doit laisser libre les gens. La laïcité, au départ, prévoit que chacun peut exercer sa religion comme il l'entend. Voilà, c'est la loi initiale. Et oui, il faut protéger, bien sûr, Geoffroy, il faut protéger nos outils de production. À tous les niveaux, on se fait braquer. Tout d'abord, quand on a des travailleurs illégaux qui viennent nous concurrencer. Ensuite, quand on exporte des entreprises qui travaillent à bas coût. Et là, on perd nos outils, on démantèle les industries. Ensuite, quand on nous vole nos brevets. Et ça aussi, c'est très difficile en France de faire, depuis la France, de déposer des brevets à l'étranger. Ça coûte très cher, c'est très compliqué. Légalement, il y a très peu d'accompagnement de l'État. Et enfin, je dis, quand nous avons des bonnes industries, elles sont malheureusement rachetées. Récemment, Aldebaran Robotique, une des trois plus grosses entreprises de robots au monde, a été rachetée par le Japon. Nous étions 3e au niveau robotique, alors nous avons gardé cette place pour l'instant, mais combien de temps? Si toutes nos entreprises de robotique partent au Japon, bien entendu, nous ne resterons pas longtemps 3e, et c'est dommage parce que c'est l'avenir. Un jour, on parle de Microsoft, on parle d'Apple, on parle de géants comme Google, et la robotique fera partie de ces géants. Et si nos industries, dès qu'elles naissent, dès qu'elles sortent de l'œuf, sont récupérées par l'étranger, bien entendu, nous n'irons pas loin au niveau des brevets, au niveau de la concurrence technologique. Donc il faut garder ces entreprises en France. C'est une bagarre que l'État doit mener tous les jours. Parfois, il faut arrêter de se battre pour des industries qui n'ont pas d'avenir, mais par contre se battre sur ces entreprises modernes et innovantes. Alors, les langues régionales, pourquoi pas? Oui, ça peut être une option. Tu vois, les langues régionales, Jean-Émile, c'est pas une langue qui doit être prioritaire. C'est l'anglais qui doit être prioritaire, et le français. La France est un pays historique d'accueil des migrants, mais on intègre des individus par des peuples, et pas des peuples, bien sûr, Geoffroy, je suis d'accord avec toi. Jean-Émile, je suis d'accord pour les signes religieux, c'est bien. Le voile est un outil politique avant d'être religieux. C'est malheureusement... Alors, c'est pas tout le temps vrai. Le voile, il y a, à mon avis, de ce que j'en sais, il y a 3 façons de porter le voile. Il y a des femmes qui sont dévotes, un petit peu, qui veulent respecter à la règle, à la lettre les règlements, donc qui portent le voile par conviction religieuse. Il y a une deuxième partie de la population qui le porte par obligation familiale. Et puis, effectivement, il y a ce pan-là, effectivement, certains imams qui prêchent, qui prônent le port du voile par prosélytisme. Voilà. Et ça, c'est un gros problème actuellement de l'islam, c'est ce prosélytisme. Je pense qu'on est dans une phase de l'islam qui malheureusement est une phase de conquête. Comme les catholiques ont pu l'avoir pendant les croisades. Voilà, et donc j'espère que rapidement, qu'on ne va pas attendre 300 ans, que rapidement l'islam va se reprendre et que l'islam de France trouve le moyen, alors de financer ses mosquées, on en parlait, par des systèmes clairs, et deuxièmement, arrive à organiser le culte et arrive à calmer les extrêmes. C'est grâce à l'islam de France qu'on arrivera à canaliser les choses. On aura besoin de leur aide. Pour ou contre le canal Seine-Nord? J'en sais absolument rien, ça c'est un truc de ton coin. Je ne savais même pas qu'on construisait un canal Seine-Nord, Thomas. Désolé, on en parlera si tu veux. Jean-Émile, mince. Pourquoi mince? Le maintien de l'entreprise passe-t-il par un capitalisme familial? Si oui, comment le promouvoir? Je sais, François, que tu aimes bien me poser des questions vaches. Le maintien d'entreprise passe-t-il par un capitalisme familial? Mais n'importe quoi.
Vraiment, tu m'inventes des questions à la noix, franchement. Je suis pas d'accord avec vous sur les langues régionales. Tu penses que quoi, que les langues régionales, on doit pas les apprendre ou qu'on doit les apprendre en première langue? Je sais pas ce que tu veux, Jean-Émile. Bah, moi, je pense que optionnel, une langue optionnelle, c'est très bien. Fabien Cazette, comment peut-on revaloriser le pouvoir d'achat? La bombe atomique, l'arme de guerre pour revaloriser le pouvoir d'achat, c'est le complément revenu universel. Alors là, c'est pas un souci, on va donner entre 850 et 1200 euros par personne. Je pense que les gens auront du pouvoir d'achat. Ensuite, il faut bien entendu baisser un maximum les charges dès que la situation sera dressée, pas tout de suite, pas en première intention, mais il faudra baisser les charges, bien entendu pour lancer les entreprises, bien entendu pour que les commerçants et les entreprises individuelles arrivent à dégager un salaire de leur travail. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et troisièmement, et deuxièmement, voilà, c'était deuxièmement. Et voilà. Jean-Émile, quel est votre projet sur la ruralité, sur les agriculteurs? Alors, le monde agricole est partagé en deux. Un tiers s'en sort plutôt bien et 2 tiers s'en sortent très mal et au moins sont en dessous du seuil de pauvreté. Et donc, comment les aider? Alors, sans doute en les aidant à se réorganiser, mais aussi en les protégeant, si vous voulez, des super sociétés comme Monsanto, etc. Il faut que les agriculteurs restent propriétaires de leurs graines. Soyez bien d'accord. Après, il y a les normes européennes qui peuvent être parfois positives, mais souvent négatives, avec trop de normes. Trop de normes tue la norme. Voilà. Après, je ne vais pas exposer tout mon programme sur la réalité tout de suite. Il me semble qu'à part l'Arabie Saoudite, le voile n'est devenu obligatoire que récemment. Mais tu parles politiquement, le voile, François qui me pose la question, il me semble qu'à part l'Arabie Saoudite, le voile n'est devenu obligatoire que récemment. Effectivement, au Liban, on ne portait pas le voile il y a 20 ans. Donc, je vois ce que tu veux dire. Mais tu parles d'obligation religieuse ou d'obligation politique, tu vois, c'est pas la même chose. Hein. Voilà. Si on devait tweeter pour décrire ta candidature, comment la décrirais-tu en 140 caractères? J'adore ça, les 140 caractères. Moi, je suis toujours à 200 ou à 100, quoi. Je galère absolument pour faire vos trucs avec 140 caractères. Bon, alors voilà, je suis donc Michael Pettini, je suis médecin généraliste, j'ai 42 ans et j'ai 2 enfants, je suis marié et j'ai envie de changer le monde. Ça fait combien de caractères, Thibaut? De tête? Allez, vas-y. Les pauvres petits artisans RSI, ben oui, on va leur supprimer le RSI, mais comme ça ils seront mieux, et puis ils seront mieux protégés, les petits artisans. Et puis on va se débrouiller pour que les cotisations qu'ils payent actuellement, ils ne payent pas plus en passant la CPAM. Comment combler les déserts médicaux? Ah, là, ça c'est une question que j'aime bien, voilà. Les déserts médicaux. Les déserts médicaux, il y a plusieurs problèmes. D'abord, on a un stock d'étudiants qui ne s'installent pas. On a 60 000 remplaçants, je crois, qui ne veulent pas s'installer. Bien entendu, il y a un deuxième problème, c'est que la moitié des étudiants qui sortent sont des femmes et elles veulent un métier qui corresponde à leur statut de future mère de famille. Elles ne veulent pas forcément travailler comme des brutes, comme 80 heures par semaine comme faisaient nos pères. Donc il faut aménager, il faut qu'elles puissent aménager leur temps de travail, travailler moins, ne pas se laisser bouffer par le cabinet médical si on veut qu'elles s'installent en médecine libérale. Ensuite, la médecine libérale en France, j'ai encore lu une étude ce matin. Actuellement, une consultation c'est 23 euros, alors que dans tous les pays européens, la consultation c'est 47 euros. Pourquoi ces grosses différences? C'est une volonté de l'État, bien sûr du ministère de la Santé, mais de la CPAM, de maintenir les médecins dans ce cycle infernal où on est payé au maximum d'actes. On est à la chaîne, grosso modo. C'est une médecine pas chère pour tous. Voilà, mais ça ne durera pas très très longtemps. Ça, c'est pas possible que ça puisse continuer comme ça. Je ne veux pas faire du syndicalisme médical, hein. Mais si vous voulez que les médecins s'installent et et combler petit à petit les déserts médicaux, à mon avis, il y a 2 choses. Tout d'abord, il faut alléger le travail administratif des médecins. Numéro 2, il faut augmenter le C, la lettre clé qui code tous les actes des médecins, en province et dans les zones désertes surtout. Par contre, il faut diminuer l'installation, il faut arrêter l'installation en zone 2, en secteur 2, sur la région parisienne. Sur Paris, il y a énormément de médecins à 100 euros, dont le frère de notre cher ministre, je crois, qui est à 100 euros la consultation. Donc après, quand elle veut faire du tiers payant, tout ça, je pense qu'elle est vraiment très très mal placée pour expliquer aux médecins ce qu'ils doivent faire. En tout cas, le tiers payant, on le fait déjà depuis longtemps pour les gens qui n'ont pas d'argent. Donc voilà, ça c'était une vaste connerie, ça a été mal présenté. Et on l'aurait expliqué d'une autre façon, ça serait passé le tiers payant. On aurait dit aux médecins, vous allez gagner du temps.
Vous allez être payé par la CPM 23 directement, vous aurez pu encaisser à manipuler des cartes bleues, des chèques et des espèces. Ils auraient dit OK au tiers payant. Mais on leur a menti, on leur a dit que c'était pour que tout le monde ait accès à la santé. Mais c'est pas vrai. Chez moi, quand on vient dans mon cabinet, si on n'a pas d'argent, mais on paye pas. Et puis voilà, c'est tout. Et je prends un tiers. Et c'est des tonnes de collègues qui font comme ça. Donc faut arrêter de nous faire pleurer avec ces... Tout le monde a accès aux soins actuellement en médecine générale au moins. Après, il y a des spécialistes qui prennent des dépassements, ça c'est une autre affaire. Heureusement, il y a des médecins hospitaliers encore, pas beaucoup. Parce qu'on peut parler des déserts médicaux des médecins généralistes, mais on peut aussi parler des spécialistes. À Villeneuve, par exemple, en médecine générale, on arrive plus ou moins à s'en sortir. On bosse beaucoup, mais on arrive à s'en sortir. Par contre, les spécialistes, c'est la misère. Des cardiologues qui s'arrêtent, des dermatologues qui s'arrêtent, des psychiatres qui s'arrêtent, et du résultat, on travaille seul, quoi. Ou avec un relais hospitalier. Et l'hôpital lui-même est saturé. Donc ça embouteille à tous les niveaux. Hein. Et je ne parle pas des radiologues aussi, terrible. Si vous voulez, quand on va avancer sur un diagnostic, quelquefois il faut une échographie, tout simplement. Et une échographie, avant on l'avait dans la semaine, maintenant il nous faut un mois pour l'avoir. Et donc, bien entendu, il y a un retard diagnostique. Et donc c'est une perte de chance pour le patient. Voilà. Si vous voulez lutter contre les déserts médicaux, il y a plusieurs leviers. Et effectivement, il faut tous les mettre en œuvre si on veut que ça s'inverse. Voilà, je vais passer, je suis désolé, mon ami Geoffroy m'a dit de jamais passer plus de 10 minutes sur un sujet. En Iran non plus, ben oui, ça c'était pour le voile je suppose, et en Égypte, je répondais donc à François, effectivement, le voile n'était pas obligatoire avant. Quel projet spatial quand tu menais prioritairement? Il sait que j'aime bien les vaisseaux spatiaux ou quoi, Thomas? Ben effectivement, non, ça devait être spécial, non? Non, spatial, vraiment, sérieux. J'aimerais bien que la coopération européenne dans le domaine des explorations spatiales, effectivement, mais oui, on avait parlé, je me souviens maintenant, on avait parlé d'un livre de science-fiction que tu étais en train de lire au lieu de lire un certain programme. Thibaut Favre me dit trop. Trop ou top? Ah non, trop, c'était le nombre de lettres. Ok, c'était pas une faute de frappe, ok. Parlez-moi de votre projet sur l'Europe. L'Europe, mais qu'est-ce que tu comprends en l'Europe, toi? Je comprends rien à l'Europe. Je suppose que tu n'y comprends rien, parce que personne n'y comprend rien. Même eux, ils n'y comprennent rien. Il faut savoir qu'il y a les commissions européennes, le Parlement européen, le Conseil européen, le Conseil économique européen. Et tout le monde se renvoie la balle. En réalité, on a créé des milliers de postes d'élus là-bas. Et personne ne peut avancer. Le système est complètement bloqué. Alors, je suppose que c'était fait pour pas que ça évolue trop vite dans un mauvais sens. C'était par sécurité. Mais le problème, c'est que là, on a besoin d'avancer sur le sujet des frontières. On a besoin aussi de retrouver un peu de liberté dans chaque État, comme par exemple créer 4 TVA. Ça, c'est mon idée sur la fiscalité. Et ça, on va devoir bousculer les habitudes reçues. On va devoir essayer d'arriver à convaincre l'Europe d'accepter notre vote ou simplement de modifier la façon de voter, quoi. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à faire, si tu veux, pour arriver à une défense européenne. On injecte des milliards dans la défense européenne et puis il n'y a rien qui n'est fait. Donc il faut vraiment arriver à bouger tout ça. Et à réformer, à restructurer l'Europe. Alors récemment, quelqu'un m'a proposé l'idée de l'Europe des régions, et j'ai trouvé ça très intelligent, mais ça va être aussi dur à faire que modifier le système actuel. Hein. Mais bon, pourquoi pas. Parlez-moi de vos projets sur l'Europe. Sur le sport, alors le sport, tu vois, c'est vraiment pas le sujet sur lequel il faut m'interroger. Le sport, c'est très bien si tout le monde peut en faire pour pas cher. Hein. Par contre, qu'on construise des stades à des millions d'euros, les construire des musées, moi, ça me gonfle profondément. Et puis l'injustice du sport, si tu veux, alors des grands sports, hein, on va parler du football, la Formule 1 et du golf, qui génèrent des millions. C'est un mauvais exemple pour moi, pour la société. On est toujours dans le concept du pain et des jeux, hein, et voilà, il va falloir sortir de ce système. Et je pense que d'ailleurs que les grands clubs de football devraient un petit peu mettre la main à la poche pour aider d'autres fédérations et aider d'autres sports à se développer. Je crois enfin que chaque fois qu'un club de football demande un certificat médical, il devrait être taxé de 23 € et le rembourser à la sécurité sociale. Voilà, ça permettrait un petit peu de créer une bourse pour pouvoir développer d'autres sports. Voilà, il n'y a pas que le football en France. Hein. Doit-on conserver les régions, les départements, les agglos, les métropoles et les communes? Ben moi je pense il y a trop de communes, donc il faudrait faire diminuer les petites communes. Désolé Arnaud, quoi, la tienne n'est pas concernée, mais par exemple si on prend le LEDA, je vois pas pourquoi elle n'est pas fusionnée avec Villeneuve. Et je pense qu'il faut des agglos, effectivement, des agglos avec peut-être améliorer le système démocratique des agglos, supprimer les départements bien entendu, garder les régions.
Garder les régions, effectivement, ça pourrait être aussi une évolution d'avoir des grosses régions fortes, indépendantes. Hein. Il y a déjà quand même pas mal de régions qui ont réfléchi à leur indépendance. Hein. Je crois que le Pays Basque, la Corse, la Bretagne avait un temps souhaité être indépendant. Et un jour, ça se fera. Des grosses régions espagnoles arriveront à obtenir leur indépendance. Et donc, ça sera une Europe des régions, comme Mélanie me le suggérait. Ça, mais on n'y est pas. Hein. Qu'elle s'installe en binôme. Tu me parles de quoi? Ben, les médecins, peut-être? Ouais. Oui, qu'elle s'installe en binôme. Oui, c'est une bonne solution. Mais ça, c'est pas quelque chose qui peut être légiféré. Doit-on continuer sur la loi notre? Sur la loi notre. Je crois que tu n'as pas fini ta phrase, Arnaud. Je reprendrai. La Sécu peut être-t-elle vraiment à l'équilibre? Ben oui, bien sûr qu'elle peut être à l'équilibre. La Sécu, cette année, avec le 4 milliards de déficit, c'est quasiment rien. On est au plus bas depuis des années. Et bien entendu qu'elle peut être à l'équilibre. Voilà. Donc, il faut une meilleure gestion. Il y a 160 000 employés, c'est trop, mais c'est pas ça qui rendra les comptes à l'équilibre. Hein. On est d'accord. Hein. C'est pas le système, le fonctionnement qui coûte cher à ce point pour déséquilibrer les comptes. Par contre, effectivement, il y a beaucoup de choses à revoir. Alors, les transports, ça coûte très cher. Il y a beaucoup de médicaments qui sont inutiles. Il y a des médicaments qui pourraient être moins chers. Et le coût de l'hôpital. Il faut savoir que 50% du prix de la Sécu, c'est le coût de l'hôpital. Alors, je n'ai pas dit qu'il fallait diminuer le nombre de personnel à l'hôpital, hein, pas du tout. Mais je pense qu'il y a encore des optimisations de système qui peuvent se faire. D'accord ? Quand j'envoie un patient à l'hôpital aux urgences avec une prise de sang qui a déjà été faite une demi-heure avant et qu'arrivé aux urgences, on refait la même prise de sang, je me pose la question. Est-ce qu'il n'y a pas quand même là 50 € qui sont perdus? Et 50 € par 50 €, ça fait des milliards. Et il y aurait le dossier médical partagé. Tout ça, ce sont des gâchis qui n'arriveraient pas. Tête de Turc me demande, si vous êtes élu président, que ferez-vous pour éviter la corruption politique? Alors ça, je l'ai déjà dit. Les gens qui ont été condamnés, au revoir, ils ne seront plus éligibles. Point, fini. Les lobbies, eh bien oui, on vit aussi dans une Europe des lobbies. Voilà, c'est quelque chose que je voulais dire tout à l'heure, j'avais oublié. Et une France des lobbies. Les lobbies, il faut savoir que les lobbies, il y a besoin qu'ils existent. Parce qu'effectivement, en fait, le lobbyiste, il va donner son avis. Quelqu'un qui défend les grandes entreprises, c'est un lobbyiste, il va devoir aller voir un homme politique en disant ce que vous faites, c'est vraiment super nul, là, ça va nous détruire. Donc c'est un avis. Le problème, c'est quand le lobbying est accompagné d'enveloppes, hein, en cash, ou de promesses, ou de participation à une campagne électorale. En fait, quand il y a de la corruption, c'est pas le lobby qui existe en soi. C'est la pression excessive des lobbies sur les élus. Tu comprends? Le lobby, il y a toujours besoin d'avoir un interlocuteur. Hein. C'est important de comprendre, c'est les abus des lobbies, voilà, qui doivent être mis à mal, et on le fera. Il faut déjà être irréprochable et incorruptible. Voilà, Bruno, bonsoir docteur, vraiment heureux de te rencontrer en live, et je m'autorise à te redire que j'apprécie ton humour et ta simplicité. Mais j'essaye de ne pas être trop lourd et pas trop austère. Quoi, je le suis pas, je pense, en fait, mais bon. C'est Geoffroy qui a mis la banderole à l'envers, mais bien sûr que c'est Geoffroy, il sait pas écrire, c'est un prof. Je plaisante, c'est l'écran, David, qui inverse la banderole. Je sais pas du tout pourquoi, sur mon PC, ça faisait pas du tout ça. Véronne me dit, que fait-on de la dette française à rembourser? Alors la dette, elle existe, elle existera, elle augmente régulièrement. Si on pouvait faire 500 milliards d'économies, ce qui serait extraordinaire, je parle dans le vague, hein, bien sûr qu'on rembourserait la dette. Mais si elle doit exister, qu'on ne peut pas la rembourser, mais qu'on peut faire avancer le pays, relancer l'industrie, diminuer le chômage en endettant la France, moi ça ne me gêne pas. Hein. Donc après, il y a cette vieille théorie qui dit que si on crée, si on se dégageait de la BCE et qu'on crée une banque centrale, on pourrait effectivement faire absorber la dette par les banques, par la banque nationale, par la banque centrale nationale. Donc le problème, c'est que ça crée de la déflation. Donc je pense qu'actuellement on est coincé. Il faut arriver à dégager de quoi 70 milliards d'euros, on va dire, de quoi dégager, de quoi rembourser un petit peu des intérêts et rembourser une partie de la dette. Commencer à rembourser. Voilà. Après, si on met 10 000 ans pour la rembourser, moi ça me dérange pas. Hein. Cette dette, elle est fictive et bon voilà. J'aimerais bien vraiment être au rien, je finirai pas ma phrase, laissez tomber. C'est Facebook. Qu'est-ce qu'il y a Facebook, Thomas? Qu'est-ce que tu m'as dit, Thomas? Qu'est-ce qu'il y a, Thomas?
C'est Facebook, excusez-moi. Que penses-tu de la construction de dizaines de prisons planifiées par le gouvernement? Mais oui, je pense qu'il faut, oui. Il y a deux solutions. Soit on empile plus les prisonniers, soit on les met plus en prison. C'est actuellement ce qui se passe d'ailleurs, tu vois, on les met plus en prison, les gens. Et donc, oui, malheureusement, il faut des prisons. Alors ça, c'est très malheureux, hein, de construire des prisons. Il n'y a rien de plus moche que construire une prison. Je préférerais qu'on construise des hôpitaux, quoi. Mais bien entendu, hein, y a des criminels, il faut les mettre en prison. Et je préférerais qu'on mette l'argent ailleurs. Mais c'est comme ça, c'est une obligation. Jean-Émile, tu me dis que je suis bien sur M6 avec Ariane, et ouais, je pense qu'on a été pas mal, et on était content de notre prestation quand même. Les gens c'était une journaliste très sympa, faut dire. Elle était très intéressée par le sujet. Elle nous a mis à l'aise, vraiment agréable et bienveillante, quoi. Et une journaliste bienveillante, ça fait quoi? J'ai rencontré beaucoup de journalistes bienveillants en fait, et bienveillants sur la primaire. Je crois que ils adhèrent au principe de la primaire. Ils sont bienveillants avec nous. Sauf TF1 et France 2 qui pour l'instant ne parlent jamais de nous. Hein. Mais j'ai vu mon cher député tout à l'heure qui n'avait pas l'air de bien comprendre un score la primaire.org tout à l'heure. Et fort sympathique au demeurant, mais je crois qu'il n'a pas encore tout à fait compris ce que c'était que la primaire.org. Bruno Salmon, supprimer la France, ne répond pas, je blague. Ok, je réponds pas. 9 fait longtemps. 9 ans fait... Je comprends pas, non. 9 ans fait longtemps. Ta mesure prioritaire pour résorber le chômage. Alors, pour résorber le chômage, bien entendu, il faut créer des emplois. C'est facile à dire. Donc, premièrement, les petites entreprises. 5 millions de petites entreprises. Avec, on va dire, en tout, 5 000 entreprises qui sont, au moins 5 à 10 000 entreprises qui sont en mesure d'embaucher et qui aimeraient bien embaucher. Le problème, c'est le coût du travail. C'est pour ça que je propose un moratoire sur la charge patronale pendant 5 ans, mais complet, hein, pendant 5 ans et sans condition. À partir du moment où on engage quelqu'un, on le met en contrat, je vais appeler ça le contrat durée modulée, on n'a aucune charge patronale dessus. Au bout de 2 ans, on est obligé de solidifier ce contrat en CDI, d'accord? Mais malgré la solidification, il reste complètement exonéré de charge patronale pendant encore 3 ans de plus. Ce qui permettra... On fera une croix sur ces charges, c'est pas un souci, mais par contre on ne paiera pas des gens à rester, à rien faire, on paiera des gens à bosser. Donc ça coûtera un peu à l'État, mais c'est un investissement, c'est des gens qui vont réinvestir, re-rentrer dans le système, d'accord? Voilà Thomas, c'est ça ma principale mesure, ça s'applique à tous les secteurs. Il y en a une autre mesure, bien entendu, c'est de développer les secteurs de pointe, les secteurs qui marchent. Jean-Émile, ça fait longtemps quoi mon ami, j'ai pas compris. Que pensez-vous du système de santé mis en place par Marisol Touraine? Nous sommes un collectif de patients et nous soutenons depuis plusieurs mois les médecins et les soignants contre la loi santé. Mais bien sûr, Marisol Touraine, elle nous a fait n'importe quoi. Elle est hautaine, elle connaît trop bien le monde des médecins à dépassement et pas assez les vrais médecins. Je pense qu'elle n'a rien fait de bon. Cette femme n'a rien fait de bon, c'est hallucinant. Elle est aussi foncièrement désagréable que mauvaise. Voilà ce que j'en pense de Marisol Touraine. Parlez-moi de vous et de votre parcours politique. Alors rapidement, moi j'étais là quand Jérôme Cahuzac a été parachuté dans le Lot-et-Garonne. Il faut savoir que Jérôme Cahuzac a été parachuté dans le Lot-et-Garonne parce qu'il y a un petit village qui s'appelle Cahuzac. Et c'est à côté de Cassionnès. Et c'est là où j'ai passé beaucoup de mon enfance. Et donc, on a parachuté Jérôme Cahuzac parce qu'on ne savait pas trop où le mettre. Et on l'a mis à Villeneuve. Et à Villeneuve, on n'avait pas envie de le voir débarquer. Et notamment, il n'y avait aucune opposition à ce moment-là. Et donc, face à Jérôme Cahuzac, il a été créé un petit parti. Alors, les journalistes de la Dépêche ont dit qu'il était de droite, mais pas forcément. C'est surtout qu'il était dans l'opposition. Donc, ça s'appelait Villeneuve Passion. Et donc, j'ai aidé à le créer, ce parti. Mais après, j'ai fait des études, j'ai fait des remplacements à droite à gauche en France. Et donc, j'ai pas été forcément là, impliqué vraiment. Et on m'a rappelé en 2014, donc pour participer à la municipale. Et c'était un divers droite non étiqueté. Alors, il y avait beaucoup de gens sans étiquette et sans parti non encarté. Et il y avait quelques personnes de l'UDI ou de l'UMP à l'époque. Et on a bien travaillé, on était face à un Front National très fort. Et donc au deuxième tour finalement, on a réussi à se maintenir avec 2 autres partis, le parti légal, j'allais dire, le parti qui avait été choisi, la liste qui avait été choisie par l'UMP, et une deuxième liste divers gauche et radical de gauche. Et donc on s'est tous mis ensemble. Je trouvais que c'était une belle liste avec des idées de gauche et de droite, quelque chose qui unifie tout le monde. On allait prendre le meilleur de chaque personne. On avait des gens vraiment bien, hein, d'une grande valeur.
Et malheureusement, face au FN et aux maires sortants, qui étaient bien installés là depuis l'époque de Cahuzac, on n'a pas réussi, si vous voulez, à s'imposer. Moi, c'était une liste que je trouvais diversifiée, intéressante. Voilà, une liste pour moi ça devrait être comme ça, toute la politique devrait être comme ça. Il n'y a pas de droite, pas de gauche, c'est ça qui devrait primer. Hein, il y a les extrêmes quand même, il ne faut pas exagérer, je ne veux pas dire de bêtises. Voilà, tu connais mon parcours politique, donc suite à cet échec, je me suis lancé dans d'autres aventures, comme la primaire. Les juges font-ils preuve de courage? Je pense que tu fais appel à... Les juges, je crois qu'ils ont du mal. Les juges, ils ne croient plus au système carcéral. Parce que malheureusement, le système carcéral fait que parfois des petits truands deviennent des gros barons du crime. Il y a aussi un problème de place qu'ils doivent gérer. Et donc malheureusement, les juges sont un petit peu, à mon avis, déconcertés par le système. Et je pense que on devrait arriver à leur petit à petit à les remettre dans le chemin de la loi appliquée. Hein, je pense que malheureusement, pour des raisons diverses, ils n'appliquent plus la loi. Moi, c'est mon avis personnel. Made in France, avenir ou simple protectionnisme? Mais non, le Made in France. Non, c'est très bien le Made in France. Notre foie gras, c'est notre foie gras français. Il faut sûrement pas le dévoyer. Et tous les produits français, avec leur haute technologie, leur haute qualité, doivent être marqués comme un gage de sécurité et voilà, une valeur sûre. Est-ce que j'ai déjà évoqué le revenu universel, Jérôme? Mais oui, j'ai évoqué le CRU déjà. Jean-Émile, vous avez combien de parrainages? C'est compliqué parce que les parrainages, j'en demande plus, mais je crois qu'on doit être à peu près à 600, mais on était à 600 à peu près la dernière fois que j'ai regardé, mais en fait, ils n'apparaissent plus nulle part. C'est plus... Ah non, vous parlez de... Excuse-moi, Jean-Émile, tu parles des parrainages de maires. Alors, je ne sais pas si tu demandes à titre personnel ou à titre de la primaire. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que les enveloppes n'ont pas été envoyées aux maires. Hein, c'est envoyé en janvier. Donc, bien entendu, personne n'a les parrainages. Ils n'ont que des promesses de parrainage. Voilà. Et donc, des promesses de parrainage, c'est difficile d'aller demander quand on est 13. On va commencer à y aller, là, maintenant qu'on est 5. Maintenant qu'on est 5. Quand on sera 5, parce que moi, je ferai peut-être pas partie du lot. Hein, je me parle déjà de moi comme un vainqueur. Comment réformer le mammouth de l'éducation nationale? Alors, je déteste qu'on parle des mammouths de l'éducation nationale, parce que... élever le niveau scolaire de nos enfants, 26e place en Europe, on doit mieux faire. J'aime pas trop le mot mammouth de l'éducation nationale. Il y a d'autres mammouths en France, comme la CPM, si tu veux. Bon. Et pour moi, les profs, la génération actuelle de profs, c'est plus la génération d'avant. Les profs sont motivés, maintenant ils ont envie de bien faire leur boulot, ils sont ingénieux. On dirait qu'on leur a greffé un cerveau presque. Je suis même étonné que les enseignants soient si doués. Non, je blague, c'était une blague pour un ami à moi qui regarde. Non, du coup, je fais vraiment confiance aux enseignants. Le problème, c'est encore les vieilles mentalités qui traînent. Hein. Je pense que sur 10 profs, il y en a 3 nouveaux qui sont parfaits, 3 au milieu qui savent pas trop, et puis les autres qui font partie du vieux système où on est là pour rien foutre. Et malheureusement, mais ils disparaîtront, ils partiront à la retraite, ceux-là. Ils seront vite remplacés par des gars motivés. Voilà. Et malheureusement, il faut pas que les nouvelles générations soient absorbées par les anciennes générations ou les générations qui ont un mauvais esprit, tout simplement. Hein. Et je pense que le problème principal des professeurs, c'est pas les professeurs, c'est le rectorat. C'est cette espèce de grosse machine lourde administrative qu'il y a derrière. Et là, c'est pareil, on peut faire le tri et le vide. Hein. Il va falloir faire le tri et le vide. Il faut faire confiance à chaque professionnel individuellement. Ah, l'émission M6, tu me parlais de l'émission M6, ouais. Je sais plus ce que tu me disais du coup, mais ouais, non, mais c'était très très bien comme expérience. Au niveau des prisons, il faudrait déménager les prisonniers en maison de retraite et vice versa. Nos petits vieux ne paieront plus des fortunes et profiteront de tout. Et oui, ça c'est une blague qui circule, qui vient, je sais plus, du Canard enchaîné ou un truc comme ça. C'est une très bonne blague, mais oui, mais parfois, effectivement, quand on voit comment est traité le dernier terroriste qui était enfermé là, avec une salle de musculation personnelle et nos grands-parents dans des maisons de retraite, effectivement, on se pose la question. La justice peut-elle être critiquée? La justice, tu me parlais des juges, tu me parlais du travail des juges et des magistrats. Bon, effectivement, oui, on peut critiquer. On peut pas critiquer un jugement. On peut critiquer la manière globale de travailler des juges, mais voilà.
Jean-Émile, vous avez pensé quoi de la candidature de Roxane? Roxane, qui fait partie, on va dire, de notre équipe, un petit peu. Ce ne sont pas des équipes, si vous voulez, avec un véritable leader, mais on travaille avec quelques personnes dans la primaire, hein, dont Roxane. Roxane m'avait proposé de travailler avec elle, et j'en serais ravi. Voilà. Valérie me demande. Que faire contre la professionnalisation des hommes politiques, limitation du nombre de mandats? Et oui, pardon, limitation du nombre de mandats, oui. Je pense que 7 ans non renouvelables, ça serait très bien. Alors, le seul mandat cumulable, selon moi, c'est le mandat de député-maire. Encore que, voilà, encore que. Je sais que les députés ont besoin de garder un attachement à leur sol d'origine pour revenir dans leur région, sinon ils resteraient à Paris tout le temps. Donc effectivement, être député-maire, c'est pas si bête. Par contre, je suis sûr qu'ils sont parfois trop à Paris ou trop dans les mairies. Et donc finalement, est-ce qu'on peut faire les deux choses à la fois? Est-ce qu'on peut à la fois être à Paris et à Villeneuve-sur-Lot? Je sais pas. Bon. Donc non, je suis contre le cumul des mandats complètement et contre des mandats renouvelables à vitam aeternam. Donc 7 à 14 ans, voilà, ma limite de discussion est là. Et tu pourras un menu végétarien dans les cantines scolaires? Non, pas végétarien Thomas, je suis désolé, je pense que manger un peu de viande blanche, ça fait de mal à personne. Ça tiendrait... Et voilà, bon donc ça a déconnecté, donc je ne sais pas comment on fait pour se reconnecter en fait. Donc je recommence une vidéo, hein, tout simplement. Du coup, je sais pas, je pense que je suis tout seul. Je suis tout seul, ouais c'est ça, complètement tout seul. Je ne sais pas comment je peux retrouver la vidéo. Je regarde en même temps. Ah, il y a quelqu'un qui est arrivé, qui m'a retrouvé. Voilà, je crois que je peux pas. Alors je ne sais pas si je peux récupérer les questions. Je vais essayer de voir récupérer les questions. Il y a 3 personnes qui m'ont récupéré, c'est super. Ça a planté, je suis désolé. Donc le problème c'est que je ne sais pas comment récupérer vos questions. Je suis en train de regarder, hein, si vous me laissez bien me laisser une minute. Discussion. Ça doit être dans discussion. Ok, alors événement, non, c'est pas là. Est-ce que vous savez comment on fait pour récupérer les questions? Voilà, vidéo aimée là, voilà. Facebook Live, afficher les commentaires précédents. Voilà, ça y est, j'ai ta question Valérie. La professionnalisation des hommes politiques, j'en ai parlé. Et tu pourrais un menu végétarien? Non, je pense que je pensais justement tout à l'heure. Je me disais quand même, les menus pour les gens qui sont allergiques au gluten, je comprends. Les menus diabétiques, oui. Je pense qu'il devrait y avoir des menus même hypocaloriques pour les enfants obèses. Et ça, personne n'y a jamais pensé, mais c'est quand même la base, quoi, que les enfants aient des menus hypocaloriques quand ils sont en obésité. Et c'est même, à mon avis, aussi le rôle de l'école, si vous voulez, de réexpliquer les règles alimentaires pour qu'on n'ait pas un taux d'obésité chez les enfants qui soit si gros, le taux d'obésité, excuse-moi. Et donc le dernier problème, voilà, le menu végétarien, par contre, je trouve ça complètement ridicule. Le menu halal et tout ça, je trouve ça déjà hallucinant qu'on puisse, bon, mais enfin, pourquoi pas. Mais en tout cas, pas de menu végétarien. Pas la CMU, mais que fais-tu du revenu universel? Le revenu universel, j'en ai parlé. Mammouth, on parle de moi. Non, Geoffroy, je t'ai dit, j'aime pas qu'on parle de mammouth. Geoffroy me demande si vraiment c'est aux enseignants de tout faire ou si les parents ne peuvent pas les aider. Mais bien entendu, on doit aider les enseignants. Hein. Les enseignants ne sont pas là pour tout expliquer. Hein. Le minimum vieillesse, à quel prix? Le minimum vieillesse, ben oui, bien entendu, il doit augmenter le minimum vieillesse. Il est inadmissible de voir des petits vieux qui meurent de faim, quoi. Hein. Alors que d'autres cumulent avec les aides sociales plus de 2000 euros. Donc il faut l'augmenter, ce minimum vieillesse, et j'espère que le revenu universel arrivera aussi à relever le niveau de ces personnes. CRU, les banques doivent mettre la main à la poche. Oui, alors effectivement, le CRU pourrait être aussi financé par les intérêts de l'argent placé en banque. Les politiques doivent être avant tout irréprochables, bien entendu. Alors, je ne sais pas comment je fais pour voilà, aller sur ma vidéo. Et ouais, elle est passée, elle a fermé mes vidéos Facebook Live. Donc du coup, je sais pas, peut-être que je peux. Voilà, Facebook Live. Voilà, là. Et ouais, mais je peux publier quelque chose peut-être?
Bon, écoutez, dites à tout le monde que je suis là. Hein. Du coup, j'ai plus aucune question, j'ai plus rien, moi. Oh là là, c'est terrible. S'il y a quelqu'un qui regarde et qui veut me poser des questions, ça a coupé mon truc, là. Ça m'a coupé mon envie. 300 vues, oui. Bah, c'est bien déjà, 300 vues. Pas mal. Ma main, bah oui, ma main, Marina, merci. Bon, mais donc, il y a au moins quelqu'un qui suit. Marina, pose-moi une question, là. Il n'y a plus personne, ça a coupé. C'est bon. Alors, l'informatique, c'est génial, ça va révolutionner l'administration et la France, hein, mais ça bug encore. Voilà, c'est un problème, c'est que ça bug encore. Donc, il faut prendre vos... Voilà, il faut que je balaye sur la gauche. Ah, oui, mais ça y est, mais j'ai des commentaires qui sont revenus ou quoi? Ah, mais oui, c'est super, c'était là, les commentaires. Ok, c'était là, c'était caché, problème de réseau. Oui, je sais pas pourquoi ça a planté, mon Geoffroy, c'est horrible. Menu végétarien, non. Mais pour les allergiques, oui, c'est ce que je te disais, Marina. Pas de PAI dans les écoles et on fait du sans porc. Le PAI, ouais. Alors ça, c'est... Alors, autant le PAI, je comprends que ça existe, si tu veux, mais nous, ça nous demande un boulot de dingue. Et c'est absolument hallucinant que tous les ans, on doit refaire le même PAI, quoi. Ça demande un boulot de dingue. Bon, on en reparlera, ça, Geoffroy. Je soutiens le vainqueur de la primaire. Ça, c'est bien, Jean-Émile. Il faut soutenir le vainqueur de la primaire. Hein. Sûrement pas des dinosaures de la politique qui vont nous être imposés par le système. Médecine, oui. Pas de religion à l'école. Non, effectivement. Je pense que ça doit être un espace sans religion. Alors, effectivement, dans les écoles catholiques, etc., il y a des options avec un petit enseignement religieux. Pourquoi pas. Mais à la rigueur, je pense qu'il doit y avoir toutes les religions devraient être enseignées. C'est l'histoire des religions qui devrait être enseignée. Voilà. CRU, les banques doivent mettre la main à la poche. Oui. Parle-nous de la santé et de la prévention. Les 4 thèmes de prévention principaux. L'obésité. L'obésité, c'est la première maladie, ça va devenir la première maladie non épidémique du monde. Et actuellement, alors les mesures qui sont mises en œuvre actuellement par le système français, c'est rien, zéro. En fait, il n'y a que les diabétiques qui ont droit à une consultation diététique à l'hôpital, c'est tout. Voilà, si on n'est pas diabétique, on n'est pas pris en charge au niveau de l'obésité. Alors les opérations sont prises en charge, ce qui est assez hallucinant d'ailleurs. Les opérations sont prises en charge, mais pas les régimes. Voilà. Dans le cas d'hospitalisation et de cure, parfois c'est pris en charge. Malheureusement, une cure, c'est 3 semaines. Quoi. En 3 semaines, vous perdez 2 kilos, 3 kilos, 4 kilos, que sais-je. Mais c'est assez inefficace. Et donc, il faut aller beaucoup plus loin. Et je pense qu'il faut un vrai programme contre l'obésité en remboursant les régimes sur objectif. C'est-à-dire que si le malade, on lui fixe un objectif de 30 kilos à perdre pour arriver en surpoids, c'est là que l'État doit mettre la main à la poche et rembourser les frais engagés. Voilà, ça évitera beaucoup d'opérations quand même. L'opération reste une nécessité dans certains cas, mais je pense qu'on a d'autres recours avant. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on nous conseille. Deuxième problème, le tabac. Le troisième problème important, c'est le suicide. Et le troisième problème, c'est la santé au travail. Alors, concernant le tabac, je pense qu'il faut déjà programmer un plan sur une 50aine d'années avec une extinction des carottes. Il faut petit à petit enlever que les buralistes ne puissent céder leurs carottes. Alors, à la fin de leur carrière, ils sont indemnisés de 50, 60 000 euros pour la fermeture de leur commerce. Mais petit à petit, les carottes disparaîtront, donc il y aura un éloignement de plus en plus important des tabacs. Il faudra aller dans des villes de plus en plus importantes. Et quand le dernier tabac sera fermé, il n'y aura plus de tabac avant dans 50 ans en France. Voilà, c'est un plan qui est très long, donc très doux, les mentalités se mettront en place tranquillement, sans choquer les gens. Ceux qui veulent continuer à fumer pourront continuer à fumer, mais toute bonne chose a une fin, on va dire. Et dans 50 ans, ça sera fini. Voilà, je pense que c'est maintenant qu'il faut mettre en place ça pour dans 50 ans. Concernant le CETA, j'en ai déjà parlé, Renaud. L'imposition, je suis contre le CETA. Le tabac, le suicide, oui c'est pareil, le suicide on ne se rend pas compte du fléau, c'est un fléau le suicide, c'est terrible. C'est la première cause de mortalité non accidentelle chez les jeunes, c'est dans certaines professions devenues épidémiques, et donc je pense qu'il faut des psychologues, il faut que les gens qui se sentent isolés, par exemple les professionnels de la santé, les infirmières, les aides-soignantes, il n'y a pas de psychologue à leur disposition. Je pense qu'avoir un psychologue d'entreprise ou un psychologue du travail dans toutes ces branches est indispensable. Ensuite, on manque creusement de psychiatres.
On manque aussi de places d'hôpitaux, hein, parce que quand on veut hospitaliser quelqu'un en psychiatrie pour dépression, ça arrive qu'il reste 2 jours et qu'il revienne, tout simplement, et donc le patient n'est pas stabilisé. Donc je pense qu'il faut rembourser les psychologues dans la mesure du possible, hein, selon... il y a différentes catégories de psychologues, et je pense que ceux qui veulent être remboursés doivent pouvoir l'être, en tout cas. Il faut faire le relais et combler le manque de psychiatres grâce à ces psychologues. Ou former plus de psychiatres, c'est bien aussi. Hein. Et ensuite, il faut une véritable organisation de prévention du mal-être. Si la société se portait mieux, il y aurait sans doute moins de suicides, bien entendu. Hein. Si les gens avaient un petit peu d'argent, étaient un peu moins désespérés, je pense que ça se passerait bien sûr bien mieux. Donc l'amélioration de la société fait tout simplement partie de la prévention du suicide. Le dernier problème dont je voulais parler, c'est le problème de stress au travail et de problèmes de prévention du dos et ostéo-articulaire au travail. Il y a certains métiers qui sont tout simplement pas faits pour l'être humain, quoi, faut être bien clair. Quand on vous demande d'accrocher des jambons à 70 cm au-dessus d'un tapis toute la journée, au bout de 10 ans, vous avez les épaules complètement déchirées, des tendinites qui ne passeront jamais. Donc là, il faut déjà, je pense qu'il y a certaines professions, si vous rentrez dans ce métier-là à 16 ans, il faut savoir qu'à 36 ans, vous ne pourrez plus exercer ce métier. Donc dès qu'on rentre dans ce métier, finalement, on devrait quasiment prévoir une formation complémentaire tout au long de la vie. Parce qu'à 40 ans, c'est-à-dire à la moitié de la vie professionnelle, vous ne pourrez plus exercer ce métier. Donc il faut d'ores et déjà prévoir une porte de sortie. À l'époque, je pense qu'il y a beaucoup de sociétés où les maçons qui ouvraient leur boîte travaillaient très très fort jusqu'à 40-45 ans et après ils faisaient plus travailler leurs ouvriers. Actuellement, avec le problème du coût du travail, on voit les maçons qui travaillent jusqu'à 65 ans. Et le problème, c'est qu'ils sont dans un état laborieux. Et donc il faut un système de prévention des artisans qui soit bien spécifique. Voilà. Et pour toute cette prévention d'ailleurs à la santé et le reclassement, j'ai prévu de créer un pôle qui s'appelle le pôle santé-travail. C'est un pôle qui serait adossé au pôle emploi avec plusieurs casquettes. Avec les médecins conseil, les médecins du travail, des assistantes sociales, des spécialistes en formation, hein, des conseillers d'orientation donc, et l'employeur qui pourrait se rendre aussi, s'il est convoqué, pour parler du poste du patient, trouver les solutions, trouver les formations à lui proposer et lui proposer un contrat soit de réinsertion au travail, soit d'amélioration de ses conditions de travail, soit de formation et de changement de cap professionnel. Voilà. Le CETA, j'ai déjà parlé. Ce bug, j'ai raté 10 minutes. Ben ouais, Fabien, je suis désolé, ça a complètement coupé. Donc j'ai rouvert une autre vidéo. Et je suis désolé. Voilà. Et donc, maintenant, je me sens un petit peu désarçonné. Surtout qu'il n'y a plus de questions. Quelqu'un veut que je lui parle de quelque chose en particulier. Thomas, par exemple. Tu veux que je te parle de quoi ? Sinon, je vais regarder un petit peu les commentaires. Hop là. Pareil, en plein pendant la réponse à ma question. Mince, ça a coupé, je suis désolé. Voilà. Et donc, non, j'ai pas de questions qui viennent. Alors, je vais en prendre une petite fiche. Je suis désolé, c'est moche, mais bon. La redistribution des ressources dans les petites communes. Qu'est-ce qui se passe ? On a dans le Téhéran, on a 1000 à 1500 étudiants qui partent chaque année faire des études à Bordeaux ou à Toulouse. 1000 étudiants qui vont en moyenne dépenser 1000 € dans ces grandes villes. Donc on est déjà sur du 1000 étudiants par 1000 €, on est sur 1 million d'euros par mois, 12 millions d'euros par an. Si on considère un cycle de 5 ans, c'est chaque promotion, finalement, qui va nous enlever 60 millions d'euros au niveau des territoires locaux. Avec la baisse des dotations de l'État, les petites communes, comme Villeneuve-sur-Lot, sont dans la désertification complète. Les entreprises ferment, les petits commerçants ferment, les jeunes partent. Donc on perd en dynamisme, on perd en terreau fertile. Les jeunes, c'était le terreau fertile sur lequel se construit la société. Nos villes deviennent des villes mouroirs, des villes de vieux, je suis désolé. Et donc si on veut faire revenir les jeunes,
bien entendu, on aura besoin de les attirer. Pour les attirer, il faut de l'argent. C'est un cycle infernal. Les étudiants s'en vont. Ils partent avec leur vivacité d'esprit. Ils partent avec de l'argent. Et nous, derrière, on ne peut plus réinvestir parce qu'on n'a plus, si vous voulez, l'innovation qui reste sur notre territoire. Et on n'a plus l'argent non plus. Donc, je propose que, les universités se développent dans les départements, avec au moins une grosse université qui a jusqu'à un cycle de 4 ans dans toutes les petites villes, dans toutes les préfectures, au moins, comme par exemple là, ici, dans mon cas, c'est à Agen. À Agen, je pense qu'on va avoir une fac forte pour garder nos étudiants. La deuxième mesure que je propose, c'est un impôt intraterritorial. C'est-à-dire que par exemple, tout le monde paierait 10 euros par mois. Ce qui ne fait pas énorme, hein. Ça fait 100 euros pour nous. Sur une ville comme Villeneuve, la ville paierait donc 25 000 euros, 250 000 euros. Par contre, imaginez la ville de Bordeaux, elle paierait 100 millions d'euros par an. Bon après, c'est un chiffre que j'ai fixé comme ça de manière totalement aléatoire, hein. Mais je pense que 100 millions d'euros par an reversés ensuite aux petites communes, ça permettrait de résoudre bien des problèmes de surendettement au niveau local. Voilà. C'est une petite idée que j'avais émise comme ça. J'ai des questions qui reviennent. Super, Thomas me disait oui, voilà. Fabien, les retraites seront augmentées, bien entendu, grâce au CRU. Et de toute façon, si le CRU ne passe pas, il faut que le minimum retraite soit au-dessus du seuil de pauvreté. C'est quand même inadmissible d'avoir cotisé toute sa vie et d'avoir le minimum pour vivre. L'esclavage des animaux, Thomas, oui, effectivement. Alors, les animaux, on va parler des animaux domestiques. C'est vraiment fort dommage. Il y a eu une loi qui a été présentée, qui n'est pas passée quand même cette année, en 2015, qui était une loi sur le statut de l'animal. Et cette loi, elle a échoué. L'animal est toujours un objet. Et donc finalement, on peut en faire ce qu'on veut, hein. Et c'est fort dommage. Et après, il y a une deuxième partie, donc je serai pour remettre la loi sur le tapis, bien entendu. La deuxième chose dont on peut parler, c'est les abattoirs. Actuellement, avec la façon de tuer dans les abattoirs halal, on a perdu beaucoup de dignité, hein, pour la mort des animaux d'élevage. Voilà. Il y a des vidéos qui circulent, hein, sur la façon de tuer des animaux, et je pense que Thomas, tu dois être fort au courant. Thibaut, sur le moratoire, sur les charges sociales pendant 5 ans, des twittos demandent, et la Sécu alors Et la Sécu alors Et la Sécu, comment elle va vivre, c'est ça, sans ces charges sociales? Déjà, le salarié, c'est sur les charges patronales, donc déjà le salarié va payer des charges sociales. Et donc effectivement, il y aura moins de rentrées. Mais ces rentrées peuvent être compensées par l'État, tout simplement. Et je pense que payer un chômeur, ça coûte plus cher que payer une part patronale. Voilà, tout simplement, c'est du bon sens. Si on peut proposer un boulot à quelqu'un, on en a besoin et c'est la part patronale qui coince, autant l'enlever et avoir un travailleur. Et au bout de 5 ans, il se remet dans le marché du travail. Voilà, tout simplement, c'est tout simple, Thibaut. Je pense qu'il ne faut pas se prendre la tête. Valérie, tu traites l'alcool comme le tabac. Alors non, l'alcool, c'est un peu différent. L'alcool, alors déjà en France, on serait fort embêté d'interdire l'alcool, bien entendu, parce que ce sont des produits de luxe et d'exception. En France, quand on fait du vin, c'est un savoir-faire ancestral, et bien entendu, il est hors de question que je gêne nos agriculteurs qui font vignerons. Alors, ce que je propose par contre, c'est qu'il y ait une carte, que l'alcool arrête d'être distribué en supermarché, tout simplement, qu'il soit distribué dans des petits commerces qui auront l'obligation de recevoir à l'entrée ou à l'achat la preuve que vous êtes majeur et que vous avez un droit de consommer l'alcool. Alors à qui on retirerait cette carte? On la retirerait aux alcooliques multirécidivistes au volant, aux alcooliques violents. Ça serait sur décision d'un juge pourrait faire décider d'enlever la carte de consommation d'alcool. On ne pourrait plus acheter d'alcool quand cette carte sera sortie. Et ce sera pour des motifs très valables. Attention, je ne suis pas en train de revenir à la prohibition du tout. D'accord? L'alcool et le supermarché, c'est juste une vaste connerie, hein. Il n'y a rien qui est contrôlé. Vous pouvez avoir 16 ans et acheter des packs de Jeanlin. Voilà. On l'a tous fait. Alors, voilà, le travail est la meilleure protection sociale. Le travail est la meilleure protection sociale, oui, tout à fait, Geoffroy. C'était pas une question, c'est une affirmation, bien sûr, je te confirme. On est intégré, on travaille, on fait attention à soi, et voilà. La religion à l'école. La religion à l'école, bien entendu, il y a les écoles
Il y a des écoles catholiques où il y a un petit enseignement religieux. Mais à mon avis, d'après ce que j'en sais, c'est vraiment très accessoire. Et ça n'entrave rien. Alors il peut y avoir des cours de différentes religions, hein, ça serait encore plus joli, comme des écoles multireligieuses, ça ne me gênerait pas. Après, bien sûr, les écoles coraniques et ce genre de choses, je suis moins chaud là, hein, on est d'accord. Voilà. Remettre les hôpitaux et cliniques au niveau humain, et non en pompe afrique. Eh ben oui, alors Marina, ça malheureusement, c'est des réformes qui ont été faites sous Chirac, hein, où les hôpitaux avaient une enveloppe globale avant, ils pouvaient la dépenser comme bon lui semblait. Or, maintenant, c'est basé tout ça sur une activité, donc tout est chiffré. Si vous opérez une appendicite, c'est tant. Si vous opérez une appendicite d'un homme de 75 ans, c'est un peu plus. S'il a 75 ans et qu'en plus il y a une péritonite, ben il a un peu plus. Et tout est chiffré. C'est pour ça qu'il y a des DIM à l'hôpital qui chiffrent tout. Et finalement, maintenant, ce qu'on sait, c'est que la chirurgie, ça rapporte beaucoup d'argent. Hein, donc on aime bien opérer et avoir des beaux services de chirurgie parce que ça coûte pas cher. Parce que les gens, ils restent pas longtemps. Et très vite, ça chiffre. Par contre, quand vous prenez quelqu'un en médecine pour équilibrer son diabète, ou quelqu'un qui est vraiment dans un mauvais état général, peut-être alcoolique, déprimé, avec des problèmes de foie, ça coûte très très cher et ça rapporte rien, vous comprenez, un hôpital. Parce que c'est très très long de garder les gens si longtemps à l'hôpital et après devoir les placer quelquefois en maison en rééducation ou en post-cure. Et donc c'est pour ça, Marina, excuse-moi, ta question s'est barrée, pourquoi les hôpitaux et les cliniques sont devenus mercantiles comme ça? Et c'est aussi un peu la faute, si tu veux, de la sécurité sociale d'avoir serré la vis pendant trop longtemps. Faut savoir que nos opérations en France, elles sont pas chères. Mais l'appendicite, c'est 150 €, je crois. Et voilà, c'est rien du tout. Pour un chirurgien il peut y passer pendant 1 heure. Hein. Voilà, avec du matériel. Hein. Il y a 50 €, il y a le bloc opératoire, les infirmières, l'anesthésiste, etc. Le jambon à la cantine, ouais, bon, de toute façon, vous n'arrivez pas à me convaincre que c'est bien d'avoir laissé rentrer le halal et tout ça dans les cantines. Mais bon, c'est comme ça, on va pas le changer. Mais... Et le cannabis, Mika, la fin des mafias dans les cités, taxer et encadrer la vente. Plus un délit, mais une contravention pour un impact direct. Alors que ce soit plus un délit, une contravention pour un fumeur, ok, ça je veux bien y passer. Par contre, légaliser avec une vente, j'ai toujours du mal à passer cette étape. Effectivement, ça a marché en Hollande, mais ce qui marche en Hollande ne marchera pas forcément en France. Les Hollandais, effectivement, ont su s'auto-censurer, diminuer leur consommation et ça marche très bien. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas hollandais. Voilà, c'est le seul truc qui me fait peur, mais je soumettrai cette question à un référendum national. Ton avis sur les futurs missiles Satan 2 prévus pour 2020 par la Russie capable d'annihiler un pays comme la France ou un État américain, on fait quoi? Eh bien, on fait quoi? On va dire, on va taper à la porte de la Russie, on va dire bonjour Vladimir, on aimerait bien que tu fabriques pas tes missiles. Ça n'a aucun intérêt, c'est une arme stratégique. Hein. Je suppose que Satan 2 c'est comparable à nos têtes nucléaires. J'espère que ça ne sera jamais utilisé, sinon on détruira la Terre, c'est tout ce que je peux te dire. On va pas attaquer la Russie pour leur empêcher de construire leurs missiles. Hein. Je pense que là, il va falloir déjà se rapprocher de la Russie. Hein. Le comportement de Hollande face à Poutine a été inadmissible. Coco Belleuil, que comptez-vous faire en matière d'agriculture? Que pensez-vous du modèle actuel? Les agriculteurs souffrent, il y a beaucoup de problèmes à régler, techniques vis-à-vis de l'Europe, beaucoup de problèmes de stratégie économique pour arriver à vivre de son produit. Il faut favoriser les cycles courts, il faut faire très attention aussi aux grandes surfaces. Oui. Coco Belleuil, je voulais te répondre sur ça. Les grandes surfaces, bien entendu, avec les histoires de rétrocommission, etc., c'est très compliqué. Et donc, je pense qu'il faut assainir tout le système. Il faut que les grandes surfaces arrivent à être honnêtes vis-à-vis de nos agriculteurs. Et il faut surtout, je vais vous dire quelque chose, pour nos agriculteurs français, il faut faire un peu de protectionnisme. Il faut dire, voilà la tomate qui a voyagé 200 km, eh bien, on va lui appliquer une taxe. Une taxe qui va faire augmenter le prix. Il faudra se débrouiller qu'au final, avec cette taxe, la tomate française, la tomate marmandaise, elle soit moins chère que la tomate espagnole. Et puis voilà, c'est ça qu'il faudra faire. Ce sera la taxe carbone. Bon. Ah, c'est bon, ça s'est reconnecté. Ok, j'ai eu peur. Client est plus patient. Mais oui, malheureusement, Marina, on est client et plus patient. Mais je pense que ça peut s'améliorer. Les médecins restent humains, tu sais. Hein. Ils sont pas là pour faire du pognon. La plupart des médecins font leur boulot. Et malheureusement, c'est le système de rémunération des hôpitaux. Les hôpitaux n'ont pas le droit d'être en déficit, hein, ce sont des entreprises maintenant. Hein. Donc Marina, je suis désolé, c'est vrai que c'est comme ça. Il y a un sale traitement et je pense qu'il faudrait avoir des enveloppes plus larges, mais bon, voilà.
Si on mettait l'appendicite à 400 euros, par exemple, l'hôpital travaillerait mieux, aurait plus d'argent. Bon, ça veut dire augmenter les charges sociales. On n'en est pas là, on ne peut pas actuellement. Je pense qu'il faudra le faire plus tard quand on aura rétabli une situation saine en France. L'agriculture locale doit être protégée, bien entendu, c'est ce que je te disais. Voilà, les produits fabriqués sans normes sociales ou environnementales, ou les produits qui viennent de loin, simplement, il faut les taxer. Privilégier les labels agricoles, exactement. Je pense qu'il faudrait créer un vrai label français avec, si tu veux, une indication du coût carbone. Pas de religion à l'école, mais assumer notre histoire judéo-chrétienne, tout à fait. Voilà, Troisième Guerre mondiale, mise en route, relations américano-russes au plus bas. Et oui, la Chine, l'Amérique et les États-Unis et la Russie en conflit. On commence à nous faire peur. Et effectivement, je ne sais pas où ça va nous mener. J'ai essayé de me renseigner un petit peu avant la vidéo, avant que je fasse cette vidéo des derniers mouvements. Alors, si vous voulez, moi je pense que là, il va falloir que la France se dégage très rapidement de tout ça. Hein, et surtout respecter tous les intervenants. C'est-à-dire que Poutine, je viens de voir une interview là, de Poutine qui a été censurée en partie sur le journal national, qui racontait quand même que lui, sur le massacre d'Alep, il a quand même ses buts et ses raisons. Alors, bon, c'est Vladimir Poutine qui parle, hein, je ne sais pas si on peut croire tout ce qu'il dit, mais il dit qu'il y a des groupes terroristes issus d'Al-Qaïda et pas de Daesh qui sont en masse dans cette ville et qui justifient ces tirs comme ça. Alors bon, je ne suis pas dans le secret défense, donc je ne vais pas pouvoir vous dire si c'est vrai ou pas. Néanmoins, je pense que la moindre des choses de la part de la France, c'est un petit pays la France, je pense que c'est de pas trop moufter. Hein. Hollande, il n'a pas de leçon à donner aux gens, surtout que la France a quand même longuement participé dans des choses où il n'avait pas à tromper. On ne va pas reparler de la Libye tout de suite. Mais voilà, je pense que M. Hollande n'a pas de leçon à donner à Poutine. Et Poutine, je pense, c'est quelqu'un qu'on doit respecter, malgré un personnage parfois critiquable. Voilà. Tu armes l'Hermione plutôt que le Charles de Gaulle, ça aurait plus de gueule. C'est vrai, ça, avec une bonne batterie de double canon à boulet, c'est un peu la classe. Ouais. J'avoue, l'Hermione, ça le ferait. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas de Troisième Guerre mondiale, parce qu'avec l'Hermione, et puis ça serait dommage d'abîmer ce bateau, comme on a mis tellement de temps pour le fabriquer. Gillette va faire faillite. Non, je ne sais pas si c'est une vraie information. Non, c'est pour ma barbe, salaud. Mais toi aussi, tu as la barbe, Fabien. Voilà. Serais-tu favorable à la robotisation de l'armée française? Ah oui, alors la robotisation de l'armée française. Alors, on va commencer pour le truc le plus simple. On va pas parler des exosquelettes parce que là, on est un peu plus. Mais on va parler surtout des robots démineurs et des drones. Je ne sais pas si vous vous renseignez un petit peu sur les drones, mais le drone français, c'est le seul drone qui ne peut pas voler quand il fait jour parce qu'il fait trop chaud et donc il chauffe. Donc il vole très bien la nuit. Par contre, il est très bon, pareil la nuit, mais voilà. Donc les Américains ont des drones qui volent le jour dans le désert, mais nous, on n'a pas. Donc c'est bon, c'est quand même des jouets, les drones, il faut quand même qu'on ait des drones un peu balèzes, nous. Hein, c'est mieux d'envoyer un drone qu'un chasseur avec quelqu'un dedans, bon, selon moi, et puis c'est plus efficace. Que comptez-vous faire pour les populations des quartiers? Ah, tu veux dire les quartiers sensibles peut-être, Coco. Les quartiers sensibles, Coco, eh bien, il faut arriver à, si tu veux, démanteler certains quartiers déjà. Quand on voit ce qu'on a fait dans les années 70 en construisant des tours et des tours et des tours, on sait qu'on a fait des grosses conneries au niveau de l'écologie humaine. Et donc déjà, si on trouvait un peu de financement pour raser tout ça et faire des petits lotissements, ça serait génial. On pourrait retrouver une vie de quartier correcte. Voilà. Et donc il y aurait moins de tension. Bien entendu, après il faut démanteler les gangs et les groupes. Si tu réformes la que comptez-vous faire pour les populations des quartiers? C'est fait contre la fracture sociale. Mais bien entendu, contre la fracture sociale, mon ami. Je ne sais pas quoi te dire de plus. Voilà, Élise, bonjour Élise. Tu as une question à poser? Bon, en tout cas, il est 22h26. On va discuter encore 10-15 minutes et après on va arrêter, ça commence à faire long. Et donc si vous avez des questions à poser rapidement, précises, je suis prêt à les retenir et à y répondre, voilà. Allez-y, lâchez-vous. François, si tu es toujours là, tu peux poser des questions sur les nouveaux contrats des travailleurs pour la fusion des caisses d'assurance maladie ou la linéarité de l'impôt. Voilà. Personne? Tout le monde dort?
Bon, je vais prendre mes papiers alors. Je prends mes papiers. Les énergies du futur. Est-ce que vous connaissez les centrales solaires? Une centrale solaire à côté de Bilbao, qui est absolument extraordinaire, qui peut alimenter 50 000 quartiers, 50 000 foyers. C'est juste extraordinaire, il n'y en a qu'une dans le monde. C'est à voir, c'est juste beau, et c'est parfaitement écologique. Ça ne fonctionne même pas à l'électricité. Hein. C'est des panneaux qui renvoient sur une tour qui chauffe, et la tour met en ébullition une turbine qui produit l'électricité. C'est pas des panneaux photovoltaïques, c'est ça que je voulais dire. Voilà, donc ça c'est une innovation absolument extraordinaire. Je suis sûr que personne ne connaît en France. Vous pouvez aller voir sur mon Medium. Alors, d'ailleurs, je vais en venir rapidement. Je vais vous dire un truc. Vous allez sur laprimaire.org et vous cliquez sur ma trombine. Vous aurez le programme sur Trelio avec. Alors sur Trelio, c'est tout le détail des 230 petites suggestions que je fais pour ce pays. Donc bien sûr, je développe pas tout là. Et ensuite, vous allez sur Medium, et là c'est des articles rédigés. Et notamment, j'aime beaucoup le premier article que j'ai fait qui s'appelle Écologie et écologie humaine, écohabitation humaine. Et notamment, je parle de cette centrale solaire, vous verrez les images, c'est extraordinaire. Je pense que ce genre de procédé technologique peut nous rendre autonomes au niveau énergétique et arrêter de consommer les hydrocarbures. Voilà, après j'allais dire un gros mot. Peux-tu redonner ton programme vite fait? Ben, les 10 points, tu veux les 10 points? Je vais te redonner les 10 points. Ils sont les 10 points, ils sont là. L'exemplarité des hommes politiques à tout niveau, dématérialiser le vote et décider en temps réel avec des référendums par Internet, de plus en plus pour un retour démocratique. La création du complément revenu universel. Une médecine moderne et adaptée à l'époque. La suppression du RSI et la fusion des caisses avec des droits, surtout des droits pour tout le monde. Tout le monde aura les mêmes droits, c'est surtout ça qui est le plus important. Un choc de simplification administrative avec un allègement des administrations et des démarches. Une école basée sur les fondamentaux de la laïcité. Alors le français, l'anglais, la médecine et bien entendu les nouvelles technologies. Avec une laïcité qui doit être finalement dans toutes les institutions. Hein. Je pense que se découvrir pour entrer dans une administration ou dans une mairie, ça devrait être la moindre des choses. La réforme de nos institutions avec la fusion du Conseil constitutionnel et du Sénat, avec les créations des 100 sages uniquement, une chambre de moins, ça fera du bien. Et alors, si on veut parler des députés, ce que j'aimerais faire, c'est que l'Assemblée nationale soit composée de 400 personnes. 200 députés, 200 conseillers citoyens. Pour être conseiller citoyen, il faudra s'inscrire sur des listes, répondre aux obligations légales du casier judiciaire, et on pourra être tiré au sort. Et il faudra définir le cycle, 3 à 5 ans, ça tournera. Ça permettra d'avoir une vraie démocratie et un vrai contrôle des députés grâce au Conseil constitutionnel. Je pense que quand on aura l'unanimité, ça voudra dire que cette loi est vraiment bonne. Quand seuls les députés seront d'accord et pas le Conseil citoyen, on aura donc... c'est que la loi aurait été soit mal présentée, soit ne sera pas comprise ou acceptée par les citoyens. Je pense que c'est un vrai garant de la démocratie. Voilà. En allant plus loin, la réforme des institutions. Donc une écologie pragmatique. Comme je disais, ne pas faire d'écologie, c'est inconscient. Faire de l'écologie telle qu'elle est proposée par les partis écologistes, c'est inconscient. Donc il faut trouver le juste milieu pour faire de l'écologie pragmatique, bien entendu, et sauver nos enfants de la destruction. On nous a dit récemment on a vu récemment un reportage sur le fait qu'on avait déjà dépassé la limite pour sauver la Terre. Voilà, ça fait le genre de reportage qui font un peu peur, mais bon. Il faut être conscient qu'en tout cas, l'épée de Damoclès est accrochée par un petit cheveu. Une Europe repensée, bien entendu, c'est une Europe actuellement que la base ne comprend pas. Une Europe avec laquelle aucun État n'arrive à progresser. Donc on est coincé, dans une Europe inefficace. Et je crois que là, il faut revenir sur un système d'une Europe proche des citoyens, une Europe efficace, une Europe, si tu veux, humaine, quoi. Et qui est, si tu veux, une organisation humaine. Je dis si tu veux, ouais bon. Parce que je parle à Fabien. Arnaud, quoi, non? Quoi, qu'est-ce qu'il y a, non, Arnaud? Qu'est-ce que je t'ai dit, non? Pour ceux qui ont pris un cours de route, d'accord. Élise Pru, bien, merci de faire évoluer. Qui c'est cette Élise Pru, là? Merci de faire évoluer et de construire ensemble un programme citoyen. Oui, bien sûr que c'est un programme citoyen et il est... Là, je mets une base, bien entendu. Il y aura aussi des économistes qui viendront m'aider. Il y aura aussi des avocats qui viendront m'aider.
Et bien entendu, ce programme, il évoluera en fonction de tout ce que vous me direz. Et il évoluera parce qu'avec les équipes de la primaire, et puis il évoluera encore grâce au Conseil citoyen. Et je pense que ça va être vraiment un programme démocratique. Je suis pas en train de vous poser un truc comme une chape de plomb. Tout est discutable. Moi, à mon niveau, je vois ce qu'il faut faire avancer, pour avoir un pays où il est agréable de vivre, quoi. J'en ai marre d'entendre parler de gens qui me disent « je quitte la Villeneuve sur Lot, je quitte le Lot-et-Garonne, je quitte la France, je quitte l'Europe ». Voilà, ça c'est plus possible, quoi. Ça me met hors de moi. Les gens devraient être bien là où ils sont, vivre simplement, ne pas être emmerdés par les administrations, ne pas être emmerdés par le RSI, pouvoir créer son commerce et vivre de son commerce, pouvoir se servir un salaire après avoir servi ses employés, vous comprenez? Bon, voilà ce qui me met en colère. La politique du logement, ma politique du logement est simple. Je pense qu'on a alors, la politique du logement est en deux pans. D'abord, les politiques du logement neuf, là, tout ça a vraiment fait très très mal aux campagnes. Ici, il y a des petits villages qui ont construit des tonnes de petites maisons roses, la maison Phoenix, partout, qui ont mité le paysage, et c'est devenu absolument horrible. Et je pense que ce genre de programme doit complètement disparaître. Et je suis contre, d'une manière générale, les programmes neufs quand on voit tout ce qu'il y a à restaurer. Si vous voulez, sur une ville comme Villeneuve, il doit y avoir quasiment aucun logement neuf. Il y a trop de choses à restaurer. Alors, effectivement, ça coûte cher. Il doit y avoir des aides pour désamianter. C'est la première chose, déjà. L'aide de désamiantage, elle doit exister. Et une fois que les bâtiments sont désamiantés, on doit pouvoir, si tu veux, restaurer les bâtiments anciens. Il y a des bâtiments vides partout. Ensuite, il y avait une idée, ça c'est vrai que je n'avais pas trop développé, mais moi je considère que si tu veux, il y a trop de logements vides dans des villes comme Paris ou des bureaux vides. Il devrait y avoir des taxes, parce que c'est souvent des fonds de pension qui font construire ces trucs-là, qui bouffent de la place et qui finalement nuisent à tout le monde. Et qui fassent des programmes de bureaux, très bien, mais s'ils ne sont pas loués, il y aura une taxe sur le logement vide. Voilà. Thomas, et les préconisations de la Fondation Abbé Pierre, je sais pas, enfin, je revois exactement ce que c'est, excuse-moi, je ne peux pas te répondre comme ça. Quel est le transport du futur? Bus, rail, avion, téléportation. Alors, la téléportation, on a essayé, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Non, par contre, le Skytrain. Le Skytrain, c'est un truc qui a été développé par la NASA. Si tu veux, c'est une espèce de monorail qui peut sortir avec des aiguillages, hein, et qui coûte 10 fois moins cher qu'un autoroute, je crois, à construire. Et il a été signé dans pas mal de villes de France, hein. Je crois qu'il est à l'étude, et du monde d'ailleurs. Je crois qu'il est à l'étude dans plusieurs villes d'Inde. Je crois que Toulouse y a pensé, Londres y a pensé. C'est un moyen de transport exceptionnel, tout en kit. C'est une espèce de Lego géant, si tu veux. C'est génial. Bon, le Skytrain, si tu veux, on se renseignera. Je te montrerai un petit peu ce que c'est. Fabien, merci, très bien, je te suis à 100%, ça c'est gentil. Hein. Enfin, une parole positive. Top, Mika, merci. Favorable à plus de chocolat dans les petits pains au chocolat. Question de mon petit garçon, mais bien sûr, et quand tu achètes un petit pain au chocolat, si tu veux, et qu'il y a une petite barrette de chocolat comme ça, alors que le pain au chocolat, il est gros comme ça, tu sais très bien que là, il y a un homme politique qui a réfléchi à te faire croire qu'il y avait du chocolat et qu'il n'y en a pas en fait. Et du coup, t'es déçu et t'es malheureux, voilà. Donc non, plus de chocolat, quand on mange un pain au chocolat, il faut qu'il y en ait beaucoup. Par contre, il ne faut pas abuser, parce que sinon ça fait grossir. Et après, voilà, il va falloir faire du régime. Et l'abus de l'État avec tous ces radars, non Fabien, alors par contre je sais c'est chiant les radars, hein. Moi-même ça me rend dingue à chaque fois que j'en prends un, mais malheureusement vaut mieux que nos policiers ils traquent les racailles plutôt qu'ils soient sur la route. Donc ça s'appelle un gendarme automatique et c'est très bien Fabien, je suis désolé mais c'est l'avenir. Il devrait même en avoir carrément inclus dans le véhicule, peut-être dans l'avenir ça se fera. Il faudra être raisonnable, mais c'est dur, hein. Moi aussi j'aime bien conduire vite de temps en temps. Mais toujours en dessous de la limite de vitesse, bien entendu. Super pour la démocratie. Que comptez-vous faire contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale? Alors bien entendu, quand je dis l'exemplarité des politiques, c'est aussi l'exemplarité devant l'impôt. C'est l'exemplarité des grandes entreprises. Voilà, et donc la fraude fiscale, l'exonération fiscale, l'évasion fiscale, appelez-le comme vous voulez, elle devrait être poursuivie jusqu'au bout de la terre. Arrête les petits pains au chocolat, mange des chocolatines. Mais bien sûr que quand je parle de petits pains au chocolat, mais je répondais à un Parisien. Et donc, il ne sait pas ce que c'est qu'une chocolatine. Et Valérie, répondez à Thomas. Voilà, bon allez, je sais pas, sauf si vous avez des grandes questions. Il est 22h36, ça fait 1h30. Et j'ai promis à mon responsable des multiplications d'aller discuter avec lui du programme. Voilà, ceux qui le connaissent
savent de qui je parle. Voilà. Je vous remercie à tous d'avoir été là et désolé si vous voulez que je refasse un Facebook Live, du coup je peux en faire quand vous voulez, hein, c'est pas un souci. Le seul problème c'est le problème technique, j'aurais été beaucoup mieux, je vous avais fait un super décor avec mon ordi et je peux pas le faire parce qu'il n'y a pas encore le Facebook Live sur l'ordi. Merci Facebook. Voilà. Eh bien, merci Thomas, Thomas qui fait aussi sans doute partie de mon équipe. Hein. Moi, je ne veux pas parler pour lui, hein, mais bien entendu, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et on a plein d'idées en commun et puis on aime la même chose au niveau des bouquins aussi. Voilà. Coco, bel oeil, il va y avoir du boulot en matière de fraude fiscale, il faudra embaucher, mais oui, il faudra embaucher. Je vais te répondre rapidement. Autant il faudra peut-être alléger certaines administrations, autant ces gens-là, il faudra bien les reclasser. Et je propose 5000 contrôleurs fiscaux immédiatement. Super, tu t'améliores. Ouais, bah oui, je m'améliore tous les jours. Je me bonifie avec le temps, je suis comme le bon vin. Arnaud Guyon, bravo. Thibaut, merci Michael. Et Fabien Cazette, bravo. Bon allez, merci, je vous laisse, je vous fais un gros bisou. Merci à tous de m'avoir suivi malgré cette coupure au milieu. Et puis on se retrouvera sur d'autres Facebook Live, sur le 22 à Paris. Et puis retrouvez tous mes programmes sur laprimaire.org, c'est le plus simple, ou sur Facebook, Michael Pettini, la primaire présidentielle. Et voilà, rejoignez surtout, inscrivez-vous s'il y a des gens qui regardent actuellement et qui ne sont pas encore inscrits sur laprimaire.org. Allez-y, il faut s'inscrire. Ciao. Et comment ça s'éteint? Ah oui, comme ça.